Bien, bonjour à tous. C'est un grand plaisir pour nous aujourd'hui de recevoir Dr Patrick Michel pour une conférence, une e-conférence dans le cadre de la célébration de l'Astéroïde Day 2020, conférence dont l'intitulé est l'exploration des astéroïdes, des retours d'échantillons à la défense planétaire. Et donc, je présenterai le docteur Patrick Michel par la suite. En fait, cette conférence rentre dans le cadre des activités qui ont été préparées cette année, euh, coordonnées par le National Outreach Committee de l'association internationale, l'Union internationale d'astronomie pour l'Astéroïde Day et qui a vu la participation de plusieurs associations et clubs d'astronomie au Maroc. Et donc, dans cette dynamique, la Fondation At-Tariq a également contribué. Nous avons des ateliers, nous avons des conférences, des présentations. Et donc, c'est en partenariat avec donc l'Université Qadi Iyad, avec l'Université Al-Akhawayn, avec l'Observatoire de Luqayndan et tous les autres collaborateurs que vous voyez ici. Le programme, en fait, il a commencé dimanche dernier avec l'atelier du docteur Talibi pour la confection d'un système solaire qui a eu beaucoup de succès. Nous continuons aujourd'hui avec la conférence de Patrick Michel qui sera suivie à 19h30 par une intervention du professeur Ben Khaldoun et de moi-même autour du réseau de détection de météores marocain MOFID. Et ce soir, donc, une observation du ciel en direct qui sera assurée par le professeur Ben Khaldoun et les collègues de Liège et tous les partenaires. Nous avons également jeudi une présentation de Tahas Hisseh qui va parler donc, avec Al-Akhawayn de l'astéroïde Vesta et des météorites qui en viennent. Et puis, donc, ce sera suivi par l'histoire d'une météorite que je présenterai et Zakaria Belhaj qui a différentes interventions lors de cet Astéroïde Day. Alors, nous remercions nos co-organisateurs, donc je les ai cités tout à l'heure, l'Université Qadiyya, l'Université Al-Akhawayn, l'Observatoire de Luqayndan, l'Atlas Dark Sky et le Arab Astronomical Society. Et je remercie chaleureusement le comité d'organisation et les partenaires de At-Tariq Foundation. Donc, on en vient à la présentation en fait de Patrick Michel. Donc, vraiment, je suis heureuse et je tiens à remercier du fond du cœur Patrick d'avoir répondu à notre invitation. Je sais qu'il est extrêmement sollicité et j'ai vraiment hâte de l'écouter. On s'est rencontré avec Patrick il y a quelques années, on ne s'est pas vu beaucoup de fois, mais à chaque fois c'était un plaisir de l'écouter. Et là, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va nous raconter concernant les astéroïdes, d'autant qu'il y a une explosion de très très belles choses qui sont faites dernièrement par l'Observatoire de la Côte d'Azur. Donc voilà. Alors, rapidement, Patrick Michel est astrophysicien, il est né à Saint-Tropez, il est docteur en astrophysique et ingénieur en aéronautique et technique spatiale. Alors, il est directeur de recherche au CNRS, responsable de l'équipe théorie, observation, planétologie. Alors, bien sûr, c'est un très grand chercheur et tous les collègues astrophysiciens le connaissent. Donc, je ne vais pas lire toute sa biographie, mais sa contribution à la science des astéroïdes est vraiment très importante. Il a eu un certain nombre de distinctions, de prix pour donc son travail réalisé. On peut citer le prix Paola Farinella en 2013, le prix du jeune chercheur en 2006, et en fait, médaille d'argent de la NASA. Vraiment, c'est un parcours exceptionnel. Et donc, Patrick Michel a un astéroïde qui porte son nom. Et aujourd'hui,
il va nous parler d'astéroïdes et puis surtout, je pense, des 2 dernières missions qui sont en cours, donc Hayabusa 2 et Osiris-Rex. Et Patrick, est-ce qu'on a quelque chose à craindre des astéroïdes? Est-ce qu'on peut se protéger? Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites? Est-ce que c'est protéger la Terre des astéroïdes? Est-ce que c'est de la science-fiction ou de la vraie science? Donc, je te cède la parole et je te remercie encore une fois chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Donc, je vais partager l'écran. Alors, vous me pardonnez si ça prend un tout petit peu de temps pour le partager. Alors, par contre, là, apparemment, je ne peux pas encore le partager. Ah si, ça y est, pardon, ça va être bon. Donc, je partage l'écran et je vais mettre ma présentation en mode présentation. Donc, pardonnez-moi, ça risque de prendre 30 secondes. Tout va bien. Parce que c'est un système un peu compliqué. Alors, ça devrait arriver dans quelques secondes. Voilà. Est-ce que vous voyez mon première page de présentation? Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai une partie qui… Ah, c'est bon, parfait. Bon, ok. Parfait, très bien. C'est bon, parfait. Allez, donc c'est parti. Donc d'abord, je vous remercie beaucoup de m'inviter à donner cette conférence. C'est toujours un énorme plaisir de partager ma passion. Et puis, comme tu le disais, ça fait longtemps qu'on se connaît, un peu de temps qu'on ne s'est pas vu. J'espère que ce sera pour bientôt. Et j'ai la chance, c'est vrai, de participer aux 2 missions spatiales qui sont actuellement en train de rendre visite à 2 astéroïdes. Alors, il y en a une qui est en train de revenir. Et c'est un petit peu de ça dont je vais vous parler. Et puis aussi, on a cette chance que nous vivons un peu l'âge d'or des astéroïdes, puisque en plus de ces 2 missions, on a aussi des missions qui sont en développement et qui vont être lancées dans les prochaines années. Donc, on va vraiment pouvoir faire des grands pas dans notre connaissance, puisque pour l'instant, une grande partie de nos connaissances sur les astéroïdes viennent des observations depuis la Terre, qui sont fondamentales, puisque c'est grâce à elles qu'on a pu établir des classifications d'astéroïdes, savoir que certains sont plutôt probablement silicatés, d'autres plutôt riches en matière organique, d'autres peut-être métalliques. Donc, on a fait des grandes classes. On a aussi d'autres informations, comme la distribution de taille de ces objets, mais quand même, les missions d'exploration permettent vraiment d'aller à la rencontre de ces mondes très, très étranges pour nous et d'avoir des niveaux de détail, en particulier les propriétés de leur surface qu'on n'a pas depuis la Terre et interne. Et ça, pour nous, c'est très important. Et je vais d'ailleurs vous expliquer pourquoi. On va remonter d'abord dans le temps. Donc, il y a 4,567 milliards d'années. Donc, ça, c'est assez facile à retenir. Eh bien, notre Soleil était encore très jeune et il était entouré d'un disque de gaz et de poussière. Et c'est dans ce disque de gaz et de poussière que se sont formées les planètes. Et on a quelques contraintes. On sait que Jupiter, qui est la planète la plus massive, s'est formée très tôt dans l'histoire du système solaire, donc dans le premier million d'années, par rapport à 4,567 milliards d'années. 1 million d'années, c'est rien du tout. Donc très rapidement. Et puis ensuite, se sont formées les planètes telluriques en moins de 100 millions d'années. Donc tout ça, c'est un petit peu le challenge que l'on a, c'est de comprendre comment est-ce qu'on part d'un disque de gaz et de poussière pour aboutir à un système planétaire avec ces échelles de temps qui sont pas tout à fait évidentes à respecter. Donc l'idée qu'on a de base, ça, ce ne sont pas des simulations, c'est plutôt une animation qui vous montre que, voilà, en gros, ce qui s'est passé, c'est que les poussières étaient entrées dans le gaz et puis elles ont commencé à s'agglomérer pour former des grumeaux planétésimaux de la taille de quelques kilomètres, puis des embryons planétaires. Est-ce que c'est possible de couper les micros parce qu'on parle en même temps? Désolé. Et donc, certains ont fini en planète. Donc, en fait, en gros, on fait croître des poussières pour aboutir à des planètes. Est-ce qu'on peut couper les micros, s'il vous plaît? S'il vous plaît, pourriez-vous couper les micros? Il y a l'option pour couper le micro de tout le monde.
C'est que la conférence. Donc, je crois que c'est bon là. Donc, je crois que, donc en gros, le challenge, c'est de passer d'un disque de gaz de poussière en un système de planètes bien hiérarchisé, hein, puisqu'on a les planètes terrestres proches du Soleil, là où les éléments réfractaires sont présents, et puis les planètes gazeuses, riches en volatiles, qui ne subsistent pas à haute température, plus loin du Soleil, avec Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Et bien sûr, avec en plus des tailles très différentes, puisque on sait que Jupiter a à peu près 300 fois la masse de la Terre, et puis en réalité, le Soleil prend toute la masse, puisque 99% de la masse du système solaire est dans le Soleil. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de comprendre comment tout ça s'est formé, et même comment est-ce qu'on a abouti à la vie sur Terre. Alors, pour faire ça, justement, c'est là que les astéroïdes interviennent, parce que les planètes, on le voit, sont très grosses. Donc, leur matériau, une fois formé et une fois capturé dans une planète, c'est chauffé, c'est transformé chimiquement. Et donc, finalement, ce matériau a perdu la mémoire de sa composition originelle. Un petit peu comme quand on met des jaunes d'œufs dans une poêle qui chauffe, ça se transforme en omelette. Et simplement, si je pars à partir de l'omelette et que je ne sais pas qu'on est parti de jaune d'œuf, ce n'est pas du tout évident de le savoir. Donc, si on veut faire la bonne recette de cuisine pour fabriquer les planètes, il faut partir avec les bons ingrédients. Ces ingrédients, leur composition a été perdue dans les planètes qui ont chauffé, et ce sont les astéroïdes qui nous les donnent, puisque la plupart d'entre eux sont situés entre Mars et Jupiter, dans la ceinture des astéroïdes. Donc on voit ici une vue de dessus du système solaire interne, avec le grand cercle le plus éloigné, c'est la trajectoire de Jupiter, et puis vous avez un autre cercle bleu un peu plus près, c'est Mars, et entre les deux, vous avez Sanovet, qui représente en fait la ceinture des astéroïdes, qui est en fait le reste des briques qui ont formé les planètes, puisque quand les planètes se sont formées, dans cette région, eh bien, les vitesses relatives entre les corps étaient devenues trop grandes à cause de l'attraction d'une part de Jupiter et d'autre part de Mars, pour que quand ils se rencontrent, ils se collent et ils grossissent. Et en réalité, ils se cassaient sans arrêt. Donc en fait, cette ceinture, c'est une planète ratée, c'est une planète qui n'a jamais pu s'accréter. Elle a d'ailleurs été vidée plusieurs fois dans les premiers instants du système solaire, puisque lorsque les planètes ont été formées, il y a eu ce qu'on appelle des migrations, des planètes qui ont bougé, il y a une sorte de danse planétaire, et ceci a vidé la ceinture des astéroïdes qui a perdu 99% de sa masse. Alors maintenant, dans cette ceinture, on a à peu près 1/1000 de la masse de la Terre. Le plus gros corps est donc Cérès, qui fait 950 km de diamètre, qui a été découvert par Piazzi à Palerme en 1801, donc il y a quand même il y a très longtemps, plus de 220 ans, 218 ans. 219, j'y arrive. Et en réalité, même si on voit tous ces points verts, il y a à peu près 1 million de corps plus grands que 1 km dans cette ceinture, selon les estimations, mais ils sont petits, puisque très vite on descend en taille. Si Cérès fait 950 km, après on arrive à Pallas, Juno, Vesta, on arrive très vite à 500 km, et puis après on redescend en taille. Donc si j'étais Han Solo dans mon Faucon Millenium dans la guerre des étoiles, eh bien, ça serait plus ennuyeux pour un film hollywoodien, puisque je ne verrai pas d'astéroïdes parce qu'ils sont tout petits dans un espace très grand. Et en réalité, on le verra, il faut jouer avec les lois de la mécanique céleste pour, en partant de la Terre, s'assurer qu'on les atteint, parce qu'ils ont très peu de gravité, donc il faut vraiment aller les chercher. C'est un petit peu trompeur quand on montre cela. Mais simplement, effectivement, ce qui est très intéressant, c'est qu'en dépit du fait que cet anneau est relativement serré, hein, entre Mars et Jupiter, la région n'est pas très grande, donc la température du Soleil ne varie pas violemment, eh bien, on a une grande richesse de composition. Et ça, c'est très surprenant, puisqu'on a des corps qui sont soit des roches riches en olivine, pyroxète, en éléments silicatés, mais on a aussi des corps qui sont riches en matériaux carbonés. Et même plus récemment, on a identifié des corps qui ont même de la glace à leur surface, comme l'astéroïde Thémis, et des minéraux hydratés, donc qui ont du lot. Alors, en dépit du fait qu'on a une très faible séparation en termes de distance au Soleil, eh bien, on a cette richesse en planétaire qu'il y a eu au début du système solaire qui ont un petit peu tout mélangé. Et ça, c'est un énorme avantage parce que si on veut étudier la diversité des matériaux qui ont contribué à la formation des planètes, ben, en l'occurrence, en allant dans la ceinture, on va le voir même plus près de nous, eh bien, on a accès à ce matériau originel. Et c'est donc pour ça qu'on va le chercher avec les missions spatiales. Alors, par ailleurs, certains scénarios, notamment développés à Nice, ont montré qu'à la fin de la formation de la Terre, il y a eu beaucoup d'impacts. Et donc, un scénario que l'on privilégie, c'est que les astéroïdes ont pu apporter la matière organique et l'eau qui a pu fabriquer les océans, puis peut-être les éléments qui ont permis à la vie d'émerger sur Terre. Alors, tout ça, c'est de la théorie, bien sûr, hein, c'est basé sur nos modèles.
Et maintenant, ce que l'on cherche, c'est en ramenant des échantillons d'astéroïdes vérifier si la structure de cette matière organique eh bien, est cohérente. OK. OK. Est-ce que vous pouvez Patrick, ouvrir le micro, s'il vous plaît? On n'entend plus le speaker. Patrick, j'ai un... Bon, j'arrive pas à lui... C'est bon, est-ce que vous m'entendez? Oui, alors attends une seconde parce qu'il faut que je mette tout le monde en mute et que bon, ça te fait aussi. Voilà, je mets tout le monde en mute et tu demanderas. En fait, il faut que je réactive ton micro. Voilà, je mets tout le monde en mute. Attends une seconde. Voilà. Et demander la réactivation du micro. Est-ce que tu peux demander la réactivation du micro, s'il te plaît? Bon. Non, ok, bon, c'est pas grave. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, c'est bon, c'est pas grave. Okay. Je voulais juste qu'on évite d'avoir les autres micros, mais apparemment, ça te coupe aussi ton micro, donc je suis désolée. Excuse-nous. En fait, on a raté les quelques dernières minutes. Je suis désolée. D'accord, c'est pas grave. Je reprends. Donc, je reprends ce transparent, par exemple. En fait, s'il te plaît, oui. Merci beaucoup. Merci donc, infiniment. en fait, donc, ce que je disais, c'est qu'on a la ceinture des astéroïdes qui est entre Mars et Jupiter, mais on a aussi une autre population d'astéroïdes qui sont les géocroiseurs. Donc, la diapo que je vous montrais précédemment, où vous aviez les points verts entre Mars et Jupiter qui représentaient la ceinture principale, elle est remplacée ici par cet halo gris qui est la même chose. Et vous voyez en plus des trajectoires allongées, donc bleues, qui représentent en fait les trajectoires des géocroiseurs. Et c'est donc une population dont la majeure partie vient de la ceinture des astéroïdes, parce que dans cette ceinture, il y a des collisions qui se produisent, qui génèrent des fragments. Ces fragments sont envoyés sur des trajectoires très instables qui les font passer d'une trajectoire circulaire autour du Soleil en une trajectoire qui s'allonge petit à petit. Et du coup, ils se mettent à rencontrer les planètes. Et donc, ils ont au moins un avantage, c'est que comme ils viennent de la ceinture des astéroïdes, leur matériau est représentatif du matériau qu'il y a dans les ceintures des astéroïdes, mais comme ils viennent plus près de la Terre, ils sont plus aisément accessibles pour les missions spatiales. Donc ça, c'est très bien. On n'a pas besoin nécessairement d'aller dans la ceinture pour puiser le matériau qui constitue celui des astéroïdes. En revanche, bien sûr, ils ont un inconvénient, c'est comme ils passent près de la Terre, parfois ils nous tombent dessus. Et donc, ce sont eux qui constituent la menace, que l'on appelle la menace des géocroiseurs. Alors, on a à peu près 1000 corps de diamètre supérieur à 1 km dans cette population des géocroiseurs. Plus de 90% maintenant sont connus. 1 km, c'est le seuil de catastrophe globale, c'est-à-dire que peu importe où ça tombe sur Terre, eh bien, les conséquences seront à l'échelle du globe. Alors, on a vu effectivement que ce risque existe. Alors, je rassure tout de suite tout le monde, c'est le risque naturel le moins probable par rapport à tous les autres risques auxquels on a à faire face, hein, les tsunamis, les tremblements de terre, les volcans, on l'a tous connu. Les risques d'impact d'astéroïdes, ils restent relativement faibles. Simplement, c'est sûr qu'il se reproduira sur le long terme. Pour l'instant, on n'a aucun astéroïde connu qui nous menace. Mais on connaît les fréquences d'impact et j'y reviendrai, et on sait que sur le long terme, ça se reproduira. Et il a un avantage, c'est que c'est le seul que l'on peut prédire et éviter
avec des moyens qui sont raisonnables, réalisables et qu'on est en train de mettre en œuvre, et je viendrai là-dessus à la fin de ma présentation. Donc, c'est plutôt quelque chose de positif parce que c'est un risque pour lequel on a une opportunité de faire quelque chose. Et comme on le verra, les astéroïdes sont relativement complexes, donc il vaut mieux être prêt avant d'en avoir besoin. Et on l'a vu d'ailleurs récemment avec la pandémie, hein, les risques naturels à très faible probabilité mais haute conséquence, on a tendance à les négliger. Et le problème, c'est que quand ils nous arrivent, eh ben, on n'est pas prêt. Et il y a certains risques pour lesquels on ne pourra jamais être prêt, mais celui-là, on peut l'être avec des moyens qu'on est en train de mettre en œuvre. Donc ça, c'est très positif. Surtout que de temps en temps, même si c'est peu probable, eh bien, on en a l'expérience, puisque par exemple, on a eu donc ce météore de Chelyabinsk en 2013. On a eu ce météore qui a traversé l'atmosphère au-dessus d'une ville en Russie et qui a explosé avec une énergie équivalente à 35 bombes d'Hiroshima. On le voit ici filmé par une caméra sur une voiture. Et effectivement, ça a provoqué 1000 blessés. C'est-à-dire, en fait, les gens, quand ils ont entendu le choc, ils ont eu tendance à aller vers leurs fenêtres et en entendant l'explosion. Et puis, du coup, ça a généré des débris et ça a blessé des gens. Donc, ça veut dire que si vous entendez une explosion quelque part, n'ayez pas le réflexe d'aller à votre fenêtre parce qu'il peut vous arriver ce qui est arrivé à cette dame qui faisait sa pause café et qui s'est pris un monsieur sur elle, pris par le souffle de l'impact, de l'explosion. Et on voit ici que les gens ne savent pas du tout ce qui s'est passé, parce que ce n'est pas du tout évident de se dire que c'est un astéroïde. Et quand on ne sait pas ce qui se passe, on va se planquer comme ils le font. Et ça a été vraiment le premier événement pour lequel des humains ont vraiment été témoins assez majeurs. Alors, encore une fois, c'est un météore qui faisait à peu près une vingtaine de mètres de diamètre. Ce genre d'événement arrive tous les siècles. Et c'est pourtant la première fois que ça arrivait au-dessus d'une zone habitée, tout simplement parce que la Terre est couverte de 2/3 d'eau. À peine quelques pourcents de la Terre est vraiment habitée. Donc, la probabilité qu'un événement aussi local se produise au-dessus d'une zone habitée reste extrêmement faible. Donc, c'est pour ça qu'on s'occupe plutôt des objets qui, s'ils tombent sur Terre, font des dégâts au moins à l'échelle d'une région. Et on a mis le seuil à peu près à une centaine de mètres. Et là, vous voyez les fréquences d'impact. Hein, pour un objet de 100 mètres, c'est à peu près tous les 5000 ans. Un objet de 140 mètres, tous les 13 000 ans. Donc, on voit qu'on a affaire à une population qui a des fréquences d'impact qu'on est capable de mesurer parce qu'en fait, quand on regarde les cratères sur la Lune et qu'on les compte, on estime que le flux d'impact est resté assez constant pendant les 4 derniers milliards d'années. C'est comme ça qu'on peut établir des moyennes, des fréquences moyennes. Mais bien sûr, ce sont des fréquences moyennes, ce n'est pas tous les 13 000 ans. Donc, comme on ne connaît moins que 30% des objets plus grands que 140 mètres de diamètre, c'est quand même plutôt pertinent d'essayer de les inventorier tous pour s'assurer qu'on n'a aucun risque pour les prochaines décennies au moins. Et ça, c'est en train d'être fait. Et donc, l'Agence spatiale européenne, dans les années 2000, avait créé un panel dont je faisais partie, qui avait pour but d'élaborer des stratégies pour faire face au risque d'impact. Et nous avions recommandé une mission spatiale, donc je dois faire court, mais qui a abouti à une mission qui est de faire un test de déviation en utilisant la technique de ce qu'on appelle l'impacteur cinétique. C'est-à-dire qu'on va envoyer un projectile artificiel. Donc, cette fois-ci, ce sera la mission DART de la NASA. Et on va envoyer un orbiteur qui sera la mission Hera, qui va aller caractériser la scène du crime, en quelque sorte, et donc nous donner le résultat de l'impact fourni par la NASA. Et ça, c'est très bien parce que ce genre de problème est donc un problème global, et donc c'est intéressant de le faire dans le cadre d'une coopération internationale. Et avec DART de la NASA et Hera de l'ESA, qui d'ailleurs aura à son bord des instruments de plusieurs pays européens et aussi un instrument conduit par les Japonais, un imageur dans l'infrarouge thermique, eh bien, on montre bien au public qu'on se préoccupe de ce problème dans le cadre d'une coopération internationale, et ça, je trouve que c'est absolument très important. Donc, ce que je vais vous montrer maintenant, je vais essayer très brièvement de vous montrer quelques images extraordinaires et de vous raconter quelques anecdotes que j'ai vécues dans le cadre des missions spatiales auxquelles j'ai eu la chance de contribuer, qui sont Hayabusa 2 et Osiris-Rex. Je rappelle simplement que les missions spatiales vers les astéroïdes, qui étaient vraiment dédiées aux astéroïdes, je ne parle pas de survol d'autres missions, eh bien, il y en a eu quelques-unes. Il y a eu la mission NIR de la NASA qui s'est mise en orbite autour d'Eros, qui faisait 17 km de diamètre dans les années 2000-2001, et qui pendant un an l'a caractérisé complètement avant de se poser dessus et de terminer sa vie. On a eu la mission Hayabusa de la JAXA qui a fait la première école d'échantillons d'un petit astéroïde Itokawa. La mission Dawn qui a visité les deux plus gros astéroïdes, Ceres et Vesta.
Et puis là, Hayabusa 2, Osiris-Rex, et je mentionne en dessous les missions à venir avec Hera et Dark, que je devrais mettre à jour ce transparent parce qu'en fait, il n'y a plus de point d'interrogation. Lucie, qui va survoler les astéroïdes troyens, donc ceux qui partagent la trajectoire de Jupiter, et pour lesquels on est sûr qu'on n'a pas de météorites sur Terre, donc ça, c'est très intéressant. Psyché, qui va visiter l'astéroïde Psyché, dont on pense qu'il est métallique. Et puis, on a aussi un retour d'échantillon de la Lune de Mars, Phobos. Donc, on voit que pour le futur, on a plein de choses. Je n'aurai pas le temps de vous en parler, j'évoquerai Hera. Mais je veux surtout vous parler quand même de ces aventures extraordinaires que sont Hayabusa 2 et Osiris-Rex. Parce que avant Osiris-Rex et Hayabusa 2, eh bien voilà un peu les images que l'on avait d'astéroïdes. Alors j'ai enlevé Vesta qui fait 500 km de diamètre et Cérès qui fait 200 km, sinon on ne verrait plus les autres. Donc je me suis limité à mettre Lutetia, le plus gros, sur ce transparent à 100 km de diamètre. Et ce qui est frappant, c'est qu'on voit une énorme diversité en termes de forme, de morphologie, de taille. On voit aussi que les collisions jouent un rôle majeur dans le système solaire, puisque même des corps aussi petits que quelques kilomètres de diamètre sont remplis de cratères. Donc on a vraiment un processus qui, à toute échelle, se produit et qu'on doit comprendre parce que c'est grâce au comptage des cratères et à l'estimation du temps qu'il a fallu pour les accumuler, eh bien qu'on date les surfaces que l'on observe. Ça vaut aussi pour les planètes. Donc, c'est vraiment très important pour nous de comprendre ce processus, on y reviendra. Mais surtout, on voit vraiment une population qui est vraiment très diverse et qui pose un challenge pour les astrophysiciens comme nous, puisque en fonction de la taille de l'objet, la masse va donc être différente et donc l'attraction de surface va aussi être très différente. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très difficile à intuiter parce que notre expérience est basée sur ce que l'on vit sur Terre, hein, notre comportement sur Terre. Ça veut dire que moi, quand je m'excite sur ma chaise en vous parlant sur Terre, je retombe. Et c'est comme ça que je continue à vous parler. Mais sur un astéroïde, si je fais la même chose, je deviens un débris spatial parce que l'attraction de surface de l'astéroïde est si faible qu'il me suffit de quelques centimètres par seconde quand il fait une centaine de mètres de diamètre pour m'en échapper. Et en fait, si je monte en taille, si je vais sur Lutetia, il me faudra plutôt 1 mètre par seconde pour m'en échapper. Donc on voit que selon sur quel astéroïde on est, la matière ne va pas se comporter de la même manière, simplement parce que l'attraction de surface n'est pas la même. Et ça, c'est très très difficile à comprendre et à déduire, enfin à essayer de deviner ce qui va se passer sur la base de notre comportement sur Terre. Alors c'est pour ça qu'on se repose sur les modélisations numériques, et j'en développe d'ailleurs avec mes étudiants et mes postdocs, pour essayer de comprendre comment une surface, alors en l'occurrence par exemple du sable, puisque beaucoup de ces astéroïdes est constitué de sable, eh bien réagit dans des conditions d'attraction très différentes de celles de la Terre. Et on s'aperçoit que c'est pas du tout gagné de comprendre ça simplement en dimensionnant la gravité. Il y a des trucs qui sont très contre-intuitifs, des résultats qui sont très contre-intuitifs, et donc il faut pouvoir le modéliser et bien sûr valider ces modélisations avec ce que l'on observe avec les missions spatiales. Et donc, c'est ça aussi l'intérêt. Et ça pose un autre challenge, c'est que quand on veut s'approcher d'un corps comme ça et évidemment récolter un échantillon, eh bien, on est soumis à des tas d'inconnus, puisque je vous rappelle qu'un astéroïde, on voit à gauche, hein, c'est un point lumineux de l'espace depuis la Terre. On n'a aucune idée si sa surface va être des cailloux, du sable, de la roche dure. Et donc, il faut concevoir des outils qui peuvent coopérer au maximum, avec un maximum de possibilités de type de surface. Donc ça, ce n'est pas du tout évident. Et en plus, même si on connaissait, ce qui n'est pas le cas, l'état de surface, comment cet état de surface va réagir dans des conditions d'attraction très différentes de celles de la Terre, et bien ça aussi, c'est une grande inconnue. Donc, avec les missions spatiales telles que Osiris-Rex et Hayabusa 2, eh bien, on s'amuse à apprendre en fait à comment interagir avec eux. Alors, on va le voir avec Hayabusa 2, ça a été un succès total, et j'espère aussi pour Osiris-Rex. Alors, il y a une autre chose aussi que je dois dire, c'est que sur cette diapo, eh bien, on voit que, enfin, on ne le voit pas, je vous le dis, mais tous ces objets sont tous des objets qui ne sont pas dans la classe des astéroïdes potentiellement riches en matière organique. Que vous voyez à gauche, qui n'a été que survolé par la mission NIR, donc on a vraiment très peu de détails. Donc ça veut dire que quand on a conçu Osiris-Rex et Hayabusa 2, dont les objectifs étaient d'aller voir des astéroïdes carbonés pour répondre ou au moins apporter des éléments de réponse à cette grande question de la contribution des astéroïdes à la vie sur Terre avec leur matière organique et leur eau, eh bien, on avait très peu de données pour concevoir cette mission parce qu'on pouvait se baser sur rien. On va vraiment sur 2 nouveaux territoires parfaitement inconnus.
Donc, avant Hayabusa 2 et Osiris-Rex, il y a eu Hayabusa, mais je m'aperçois que le temps va filer. Donc, pardonnez-moi, je vais passer quelques diapos. Vous pourrez me poser des questions après si vous voulez. On va aller directement donc, vers ces missions Osiris-Rex et Hayabusa 2. Ça met peut-être un petit peu plus de temps que pour moi pour que les diapos arrivent sur votre écran. Mais on a donc 2 missions qui ont en fait le même objectif. C'est vraiment de comprendre le rôle de ces astéroïdes dans la formation des planètes et dans l'apport de la vie sur Terre. Osiris de la NASA, qui a été lancé le 8 septembre 2016, et j'y étais à Cap Canaveral. C'était un lancement extraordinaire avec un ciel bleu en Floride en septembre, alors qu'il y a des typhons. On avait très peur que ce ne soit pas lancé. Ça a été un magnifique lancement. C'était vraiment très impressionnant de voir son bébé partir comme ça de l'attraction terrestre. Et on mesure la complexité d'un lancement. Elle est arrivée en décembre 2018 sur l'astéroïde Bennu, dont je vais parler. Et Hayabusa 2 a été lancée depuis le Japon le 3 décembre 2014 et est arrivée sur Ryugu en juin 2018. Alors voilà ce que l'on savait sur Hayabusa 2, sur Bennu et Ryugu au moment du lancement. Donc Ryugu qui est représenté à gauche, on n'avait pas de données sur sa forme qui étaient très précises puisqu'on avait simplement ce qu'on appelle des courbes de lumière, c'est-à-dire qu'avec les télescopes optiques, quand un astéroïde tourne sur lui-même, selon sa forme, sa luminosité va varier. Et à partir de là, on peut en déduire un modèle de forme, mais qui est quand même soumis à de grandes incertitudes parce que remonter d'une courbe de lumière à une forme, c'est un processus assez compliqué. Et donc, on pensait qu'il était relativement sphérique, on va dire, et à peu près 900 mètres de diamètre. Bennu, quant à lui, on avait un modèle donné par des observations radar. Donc, quand un astéroïde passe très proche de la Terre, on a suffisamment de puissance pour l'écho-radar. Et ça nous permet, pour des raisons un peu complexes à expliquer, d'avoir un modèle de forme un peu mieux connu. Et donc, on voit que Bennu avait cette forme de toupie. J'ai un modèle ici avec moi, si vous me voyez en vidéo. Donc, cette forme de toupie caractéristique de certains astéroïdes qu'on avait déjà déduits, qui est en gros une sphère avec une boursouflure à l'équateur, comme une toupie. Mais encore une fois, c'était qu'un modèle, il fallait le vérifier. Et puis, quand on est arrivé sur Ryugu, donc ça, c'est les premières images qu'on a eues, à 20 km de distance, là, on a tous été extrêmement surpris parce que Ryugu a cette forme de toupie qui n'était pas attendue. À un tel point, c'est que dès que j'ai eu les premières images, j'ai dit à toute l'équipe « Waouh, ça y est, c'est une toupie !» C'est énorme. On avait presque l'impression qu'on arrivait sur Bennu, en fait, parce qu'on attendait ça pour Bennu. Et vous voyez aussi des cratères, un énorme cratère à l'équateur. En fait, il y en a plusieurs qui sont à l'équateur. C'est très étonnant. Et ça, c'était vraiment les premières images d'un astéroïde carboné auquel on avait accès. Et ça, c'est des moments, quand on fait partie des missions, qui est un moment indescriptible. Parce qu'on a attendu ça avec impatience pendant des années. Vous le savez, les missions spatiales, c'est des dizaines d'années pour monter les projets, les faire sélectionner, etc. Et là, enfin, on a accédé à une image à 300 millions de kilomètres de nous, donc très très loin, à plus de 1000 fois la distance de la Terre à la Lune. Et de recevoir ça sur les explorateurs et d'avoir le privilège d'être les premiers à les voir, on a vraiment l'impression d'être des Christophe Colomb à la découverte de nouveaux territoires, sauf qu'on ne fait rien aux Indiens. Et on accède là à des informations vraiment uniques. Alors évidemment, le problème, c'est qu'on ne s'attendait pas à cette forme et surtout, on ne s'attendait pas à cette abondance de rochers à la surface, puisqu'on avait comme, disons, référence Itokawa qui avait été évité par Hayabusa et dont je mets l'image à gauche de Ryugu. On voit qu'il a une forme très très différente, mais vous pouvez peut-être distinguer sur sa surface qu'il y a des zones qui n'ont pas de rochers. Et donc, on espérait que sur Ryugu, on ait la même chose, des zones de quelques dizaines de mètres de diamètre qui soient libres de rochers. Et ça, c'était important parce que pour prendre un échantillon, la technique choisie avait une précision à l'atterrissage de quelques dizaines de mètres. Et là, quand on est arrivé, évidemment, ça posait un problème parce que là, vous voyez les rochers, on n'a pas de zone plus grande que 10 mètres qui n'ont pas de gros rochers, qui poseraient un danger aux satellites. Alors là, c'est un moment qui est assez intéressant parce que j'avais la chance d'être dans les salles d'opération d'Hayabusa 2. C'est un moment très intéressant, c'est la différence entre le scientifique et l'ingénieur dans ce cas-là. Le scientifique, quand il voit un truc qu'il ne comprend pas, il saute sur sa chaise, il est excité parce que c'est ça qu'il aime. Par contre, l'ingénieur qui doit faire descendre la sonde, quand il voit un truc comme ça, là, il est moins content. Et je dois dire que je donne… les ingénieurs ont été fabuleux parce qu'ils ont dû s'adapter en temps réel à ces nouvelles conditions que nous, les scientifiques, on n'avait pas prédit, pour revoir complètement leur stratégie à l'atterrissage,
pour s'assurer qu'on peut augmenter la précision à l'atterrissage de quelques dizaines de mètres à peine plus que 5 mètres. Sachant que quand vous avez un problème de votre iPhone, vous allez chez le réparateur, vous le branchez, vous pouvez réparer. Là, le satellite, on ne peut pas tout revoir en le ramenant et en corrigeant tout. Donc, il a fallu reprogrammer plein de choses et renvoyer à distance. Enfin, c'est des trucs de fou. C'est vraiment des trucs incroyables qu'ils ont réussi. Alors, pour nous aider, parce qu'en fait, un critère pour atterrir, c'est qu'il ne faut pas que les roches soient plus hautes que 70 cm de haut, parce que la sonde, elle a, vous le verrez, un cornet pour prendre l'échantillon qui fait à peu près 70 cm. Donc, si le rocher est plus haut, il casse la sonde. Et donc, j'ai été aidé par Brian May, le guitariste du groupe Queen, qui a d'ailleurs été élu le meilleur guitariste du monde très récemment, qui est quelqu'un d'extrêmement gentil, humble, et en plus d'être un grand artiste guitariste, et qui a en plus un doctorat en astrophysique. Et Brian est en fait un spécialiste des images stéréo. Donc, en lui donnant 2 images à 2 angles différents, eh bien, il en fait des paires stéréo qui, avec des lunettes, ou alors il peut le faire aussi pour ceux qui veulent croiser le regard ou en regard parallèle, eh bien, les transforme en une image 3D. Alors, en plus d'être fabuleux et joli, parce que vous avez l'impression d'être immergé dans un nouveau monde, ça nous a été très utile pour avoir une meilleure notion de la hauteur des roches. Sinon, il faut regarder les… Donc, Brian a été… Et on a fait ces premières images que vous voyez là, stéréo. Alors, vous ne pourrez pas voir en 3D là, il faudrait des lunettes. Mais dans les lunettes, ça nous a vraiment beaucoup aidé. Et 5 minutes après, eh bien, il était en train de jouer les fameux morceaux de Show Must Go On, etc., dans son concert à Milan. Et puis, on s'est revus après, on a fait des publications ensemble. Et il est vraiment fan des astéroïdes. Il a même cofondé le mouvement astéroïdé, comme vous le savez. Et il est vraiment très gentil. Il a eu un problème de santé récemment, comme vous le savez, mais il se bat, il va bien, il a toujours cet enthousiasme que j'adore quand je communique avec lui. Mais tout ça pour dire que pour Ryugu, ce qu'on a pu mesurer très vite, parce que les Japonais ont voulu très vite avoir des données, vous verrez pourquoi, eh bien, c'est une très faible densité. Il est à peine plus dense que de l'eau, 1,19 g par centimètre cube. Il est très sombre, plus sombre que tout ce qu'on a sur Terre. Il a son pouvoir réfléchissant, c'est 4% de la lumière. Donc, l'asphalte, par exemple, sur la route, c'est 7%. Donc, c'est très noir. C'est les images, là, le contraste a été… évidemment très augmenté pour qu'on voit quelque chose, mais en fait, c'est très noir. Et donc, il a fallu aussi recalibrer les instruments pour pouvoir s'accommoder d'un truc aussi noir. Il y a des rochers partout, et puis il y a plein d'autres choses très intéressantes, mais je n'ai pas le temps d'en parler. Donc, je vais aller très vite à ce qui s'est passé. Donc, on est arrivé en juin 2018, et dès le mois de septembre, eh bien, on déployait des petits hoppers, c'est-à-dire des petites boules de quelques kilos, munies de webcam, et qui avaient des espèces d'épingles qui vibraient pour les faire sauter. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle des hoppers. Et à Hayabusa, ils avaient tenté le coup, et puis le hopper n'avait jamais atterri sur Itokawa, il l'avait raté, parce qu'évidemment, comme on est dans des conditions d'attraction très faibles, l'erreur, une seconde d'erreur ne pardonne pas. Quand vous voulez déployer quelque chose, vous ratez l'astéroïde, parce que vous n'êtes pas attiré par lui. Il faut vraiment bien viser, puisqu'il n'y a pas d'attraction. Donc là, on était très inquiets et en même temps excités. Et puis là, vous voyez les images avec l'ombre de Hayabusa 2 sur la surface de Ryugu. C'est toujours fabuleux de voir ça parce qu'on a l'impression d'y être. Et surtout, quand on a eu les premières images des Minerva prises depuis le sol de Ryugu, là, on était dessus. C'était une première historique. On filmait depuis un astéroïde carboné la surface d'un tel astéroïde. Alors là, vous voyez les premières images très floues parce que c'est pendant que les hoppers descendent. Vous voyez Hayabusa 2 pris en flouté ici par les Minerva, une sorte de selfie. Et puis là, vous avez les premières images de surface où vous voyez même le soleil se lever et se coucher sur Ryugu. Donc la période de rotation, c'est 7 heures. Donc en quelques heures, vous avez un lever et un coucher de soleil. Donc vous imaginez sur un transat sur Ryugu et voir le coucher de soleil. Enfin, je ne vous l'espère pas parce qu'il n'y a pas d'atmosphère, donc on meurt très vite. Mais on voit surtout que c'est très noir, très caillouteux. Et donc, on était en même temps très excités par ces images, évidemment, qui nous apprennent beaucoup, mais aussi très inquiets pour la récolte d'échantillons parce que se poser là-dessus, c'était pas gagné. Mais en tout cas, c'est des images vraiment extraordinaires. On se croirait dans le fond des océans. C'est vraiment génial. Alors ensuite, ça c'était les Minerva, c'était plutôt des instruments d'ingénierie, de démonstration. Est-ce qu'on arrive à poser des petits hoppers et à les faire fonctionner? Ils ont bien fonctionné, ils ont fait des centaines d'images. Mais on a eu aussi un atterrisseur franco-allemand, Mascot, qui dans la nuit du 3 octobre 2018 a été déployé.
Et on voit ici le film de l'approche d'Hayabusa 2 et du déploiement de Mascotte. Alors, vous allez le voir dans le prochain transparent. Vous pouvez voir Mascotte briller voilà, en haut de l'écran. On le voit. Et il a fallu attendre. Alors, il y a toute une histoire derrière tout ça. Mais en gros, il a fait ces images du sol de Ryugu qui montrent bien des roches qui ont l'air très poreuses, extrêmement poreuses, et avec beaucoup d'informations que je n'ai pas le temps d'évoquer, mais avec des choses qui nous font penser un petit peu à ce qu'on voit dans certaines météorites, des inclusions, ça parlera à Asna et à d'autres. Voilà, donc il y a peut-être quelque chose, on verra avec les échantillons, mais par rapport à des météorites de type Murchison, c'est pas tout à fait pareil, mais il y a quelque chose, quelques similarités. Donc ça sera très intéressant de voir la récolte. Et à propos de la récolte, alors ça s'est produit le 22 février, ça a pris 24 heures, donc vous voyez le mécanisme de récolte d'échantillons. Ce qu'on fait, c'est un touch and go, c'est-à-dire en fait, on ne veut pas rester à la surface parce qu'elle est très chaude au soleil, puisqu'il n'y a pas de convection, la surface reste sur la surface et donc il peut faire plusieurs centaines de degrés. En plus, tout peut bouger et les panneaux solaires, on doit les protéger parce que ce sont eux qui alimentent les moteurs qui vont ramener la sonde vers la Terre, ce sont des moteurs électriques. Et donc l'idée, c'est en une seconde, dès que le cornet touche le sol, eh bien, on tire un projectile de quelques grammes à 300 mètres par seconde et on récupère la poussière qui est produite par l'impact. Et on remonte tout de suite. Donc, c'est en une seconde. Et ça, c'est vraiment un challenge. La descente dure à peu près 24 heures depuis la position parking de Hayabusa 2. Et pendant 24 heures, on descend. On a une phase autonome. Donc là, c'est puisqu'évidemment, le signal met plusieurs dizaines de minutes pour faire l'aller-retour vers la sonde. Donc, il faut avoir une phase d'autonomie où la sonde va décider par elle-même de continuer ou pas, de remonter s'il y a un problème. Donc, il y a beaucoup d'algorithmes d'intelligence artificielle et il y a beaucoup de stress à ce moment-là dans la salle d'opération parce qu'effectivement, on ne sait pas trop ce qui se passe et on attend les données avec impatience. Alors, pour vous montrer un petit peu le challenge, je n'ai vraiment pas le temps de vous raconter plus, mais voilà la zone 6 mètres. C'est là-dedans qu'on voulait taper. Et pour s'aider, on a déployé d'abord un marqueur de surface qui est montré ici par Target Marker, sauf qu'il a rebondi et il s'est mis à côté. Donc, il a fallu à nouveau revoir les stratégies pour s'assurer qu'on se guide avec un marqueur qui n'est pas dans la zone où on veut aller. Vous voyez le truc. Et ben, finalement, ça s'est encore mieux passé que prévu, puisqu'on a à peine raté de 1 mètre le point d'impact. Et ça, c'était absolument génial. Vous voyez le point de contact par rapport au centre de la zone où on voulait aller. Donc, vous imaginez, là, moi-même, j'avais la chance d'être dans la salle d'opération, on la voit ici à côté, et d'être interviewé à ce moment-là. Et en fait, c'est pendant l'interview qu'on a eu le signal que Hayabusa 2 avait touché le sol et qu'elle remontait. Donc, c'était un succès total. Sauf qu'on n'avait pas encore les images de ce qui s'est passé. Et là, je peux vous raconter, il est 7h30 du matin, on n'a pas dormi depuis 24 heures. Donc là, je ne suis pas très frais, en fait, sur la photo. Et on attend cette fois-ci les images qui, elles, mettent beaucoup plus de temps. On avait simplement les données télémétriques qui nous disaient que la sonde remontait, qu'elle n'était pas endommagée, donc que le projectile avait été tiré, mais on ne savait pas ce qui s'était passé. Et je me vois marcher dans la banlieue de Tokyo en attendant crever, revenir, etc. Et puis à un moment donné, je rentre dans la salle d'opération, il y a un cri. Et là, on a ce film absolument fabuleux où on voit donc le cornet avec le satellite d'Hayabusa 2 qui est montré ici. On voit l'ombre d'Hayabusa 2 et on voit le cornet descendre, on s'approche. Et là, on se dit, alors qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, il va toucher. Et au moment où il touche, il tire le projectile. Évidemment, on ne voit pas le projectile, il est à l'intérieur du cornet. Et il remonte immédiatement. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, vous allez voir là une quantité de débris produits par le projectile à l'extérieur. Et donc, ça veut dire qu'à l'intérieur, on a nécessairement pris quelque chose. Et là, on est absolument… on saute de joie parce que c'est vraiment une première dans l'histoire. C'est la première récolte réussie telle qu'elle devait l'être, parce qu'Hayabusa, comme je voulais vous le raconter, mais je n'ai pas le temps, a ramené l'échantillon en 2010, mais la technique n'avait pas marché. Là, tout a marché et c'était absolument fabuleux. Et on voit ici la trace causée par les propulseurs, parce qu'une fois que le projectile a été tiré, eh bien, on balance la sauce, comme on dit, pour faire remonter la sonde vers son orbite parking. On voit la trace laissée par les propulseurs. Donc ça a été un succès phénoménal. On nous voit ici dans la salle d'opération lors du film pris par la NHK. Et puis après, on a fêté ça autour de la bière Hayabusa 2. Et vous voyez tous les Japonais, le soir tombant, fêter la récolte d'échantillons.
Alors, les Japonais sont des vrais cow-boys, hein, pour le coup, ce n'est pas les Américains, les cow-boys, là, c'est les Japonais parce que ça ne suffisait pas comme risque. Donc, ils avaient une autre opération qui est la plus risquée, en fait, de toutes celles qu'ils ont faites, qui était de déployer cette petite boîte que vous venez voir, qui en fait contient, vous allez voir, un explosif qui va exploser et donner de l'énergie cinétique à un projectile de 2 kg qui va taper à 2 km par seconde sur la surface de l'astéroïde pour faire un cratère. Et l'idée, c'est de vérifier notre compréhension des cratères, comme je vous disais tout à l'heure, c'est comme ça qu'on date les surfaces, et aussi d'aller récolter un échantillon à proximité du cratère en espérant récolter de la matière de la sous-surface qui a été révélée par le cratère. Donc quand vous avez vu le film, là, l'explosion, ça fait quand même assez peur, hein. Donc c'était une opération très risquée. Alors j'avais encore une fois la chance d'y être puisque j'étais membre de l'instrument d'impacteur, et c'était pendant juste au moment où il y avait les cerisiers en fleurs au Japon. Donc si vous avez la chance comme moi d'aller au Japon, faut tomber au bon moment parce que ça dure très peu de temps, et les cerisiers au Japon, c'est vraiment quelque chose de phénoménal. Alors là, vous voyez la salle d'opération. On me voit d'ailleurs ici dans la salle d'opération avec les membres de l'équipe. Ça, c'est le responsable de l'instrument d'impacteur. Et donc, on attendait finalement les données. On a eu plusieurs séquences, ça a marché, etc., jusqu'à ce qu'on reçoive ce film pris par une petite caméra qui a été déployée avec l'explosif. Donc, c'est un petit CubeSat qui a filmé en fait l'impact. Et vous voyez ici les éjectats produits par l'impact. Et ça, c'est absolument extraordinaire parce que le fait que même cette caméra ait marché, c'est un truc de fou parce que c'est une caméra, c'est la première fois qu'on déploie un CubeSat comme ça pour observer un tel phénomène. Et quand on a vu ces éjectats, c'était vraiment quelque chose de extraordinaire, d'autant plus qu'on voit qu'il y en a certains qui retombent à la surface alors qu'il y a peu de gravité, donc on s'attendait à ce que tout s'échappe. Donc là, déjà, on s'est dit, oula, il y a un truc intéressant là, c'est pas du tout ce que les calculs prédisent. Moi, je suis un expert des simulations d'impact et mes simulations disaient qu'aucun éjectat devrait retomber. Donc, oula, là, c'est très intéressant. Et puis, 2 semaines plus tard, la sonde elle-même est revenue parce qu'en fait, la sonde est venue se protéger derrière l'astéroïde. On ne savait pas trop s'il y aurait beaucoup de débris. Et 2 semaines plus tard, cette fois-ci, on a eu la taille du cratère. Alors, je vais vous la montrer ici. Ça, à gauche, c'est avant l'impact. À droite, c'est après l'impact. Et en fait, le cratère, il fait à peu près. Là, on s'est rendu compte que dans des conditions de si faible gravité, les calculs, les simulations de formation de cratères sont extrêmement complexes parce que le cratère met très longtemps à se former. Il met une dizaine de minutes et ça prend un temps infini avec les simulations. On ne peut pas calculer jusqu'au bout le processus. Donc, avec une de mes postdocs, actuellement, on est en train de revoir tous ces calculs et trouver des stratégies qui nous permettent d'aboutir à la forme finale du cratère. Et pour le coup, là, on a un moyen de valider grâce à cet impact. Et pour l'instant, on a encore beaucoup de problèmes pour comprendre exactement cet impact qui semble avoir été fait dans un milieu qui n'avait pas de cohésion pour que la taille du cratère soit aussi grande. Mais c'est encore quelque chose qu'on comprend mal. Et ça, évidemment, ça a des implications sur l'âge de la surface de Ryugu. Il y a beaucoup de débats actuellement dans l'équipe pour d'ailleurs comprendre si on peut vraiment extrapoler ce résultat à l'ensemble de la surface de l'astéroïde. Donc, on est aussi bien avec Osiris Rex et Hayabusa 2, on est encore en train d'essayer de digérer toutes les informations qu'on obtient, avec beaucoup encore de choses qu'on ne comprend pas et qu'on débat entre nous. Et c'est évidemment ça qui fait la richesse de la science, c'est que ce sont tous ces débats qui nous permettent d'aboutir à une meilleure compréhension. Alors tout ça, ça a été fêté encore une fois avec des bières japonaises très, très sympathiques. Et donc voilà ce qui s'est passé pour Hayabusa 2. Il y a eu une deuxième récolte qui s'est produite au mois de juillet 2019, qui a été aussi réussie. Et donc la sonde est en train de revenir sur Terre avec les échantillons. Donc tout a marché parfaitement et on attend la capsule en décembre qui sera déployée dans l'atmosphère et qui sera récupérée dans le désert australien pour analyser les échantillons. On vise, le but, ça serait d'avoir 1 gramme. Une centaine de milligrammes serait déjà bien. Le maximum 1 gramme, ça serait génial. Et donc, on attend ça avec impatience, sachant qu'on ne sait pas du tout ce qu'on a récolté. Alors, je vais passer très rapidement, parce qu'il reste peu de temps, sur Osiris Rex. Donc, Osiris Rex, c'est un travail vraiment génial, parce que ça montre comme il y a une coopération avec Hayabusa 2. Moi, je suis dans les 2 équipes, et il n'y a aucun problème. On est passé de l'ère de la guerre froide, de l'ère de la compétition, à l'ère de la coopération. Et la science n'a pas de frontières. Je suis très heureux de partager ça avec vous.
J'espérais bien avoir des étudiants qui viennent de chez vous aussi. C'est vraiment génial de pouvoir échanger différentes choses, travailler. Vous pouvez couper ce micro, voilà. Et merci. Et de pouvoir travailler avec différentes cultures, moi, c'est aussi, parfois, je dis que je prends la science comme excuse pour m'enrichir culturellement parce que tous mes collaborateurs la plupart ne sont pas français. Et ce n'est pas parce que les Français sont mauvais, au contraire, on a une communauté géniale en France, mais j'adore cet échange culturel et de pouvoir travailler avec d'autres nations. Et ce qu'on voit dans ces missions spatiales, c'est comment on est vraiment à la quête de nouvelles connaissances, et bien les frontières s'effacent. Et on est tous heureux de pouvoir partager tout ça, parfois avec un peu de compétition, mais c'est les compétitions comme les tennisman, après on se serre la main, c'est vraiment parce qu'on aime bien être les premiers à trouver. Mais après, s'il faut partager, il n'y a vraiment aucun problème. Et ça a été bien démontré, parce qu'en général, la NASA veut être la première, et ils ont félicité l'équipe d'Hayabusa 2 qui a fait la première récolte avant la NASA. Donc ça, c'était super. Alors je vais passer quelques étapes pour vous montrer quelques images de Bennu. Donc on voit ici Bennu qui a la même forme que Ryugu pour le coup. Je vous montre ici Bennu et Ryugu. C'est vraiment deux jumeaux ou deux jumelles, selon ce que vous voulez. Et on voit qu'on a même des cratères à l'équateur. Enfin, c'est incroyable. Après, il y a quelques différences. Bennu est plus hydraté que Ryugu. Il y a plus de minéraux hydratés. Donc, en gros, il a peut-être un peu plus vu l'eau. Mais bon, c'est encore des débats d'experts. Et c'est très intéressant de pouvoir comparer. On a cette chance d'avoir deux missions qui nous fournissent des données et de pouvoir comparer. Alors, une chose qui nous a surpris avec Bennu, c'est qu'il est actif. On voit des particules s'échapper. Je ne sais pas si vous les voyez sur le transparent ici, mais on a des petits points blancs qui sont des particules qui s'échappent. Un petit peu comme une comète, sauf qu'on ne sait pas encore à quoi c'est dû. Est-ce que c'est du dégazage? Est-ce que c'est des impacts de micrométéorites? On a des débats dans l'équipe scientifique pour comprendre ça, et plusieurs papiers en cours d'ailleurs, avec différentes hypothèses. Et ça, du coup, c'est très, très intéressant parce que ça montre que peut-être la frontière, d'ailleurs, c'est ce qu'on pense, entre comètes et astéroïdes, est beaucoup moins franche qu'on le pensait, puisque les astéroïdes peuvent contenir de la glace, ont des minéraux hydratés, un peu comme les comètes. Et donc, voilà, il y a peut-être un continuum entre les deux populations, ce qui nous intéresse beaucoup. Je vous montre simplement quelques images de surface parce que la caméra sur OSIRIS-REx est absolument fabuleuse. On a vraiment l'impression d'y être. J'ai presque l'impression d'être à côté de chez moi. En fait, on est à des millions de kilomètres. Et c'est d'ailleurs pas normal que ce soit comme à côté de chez moi parce que là-bas, il n'y a pas d'humidité, il n'y a pas d'érosion, il n'y a pas tout ça. Et pourtant, ça ressemble à ce qu'on a sur Terre. On voit ici des rochers. On voit vraiment que c'est un agrégat. On voit une grosse roche ici très noire, Ben. Là, le champ fait 58 mètres. Et puis, je vous montre le site choisi de récolte. Depuis 250 mètres d'altitude, c'est une image qui date à peine d'il y a quelques jours. Le site s'appelle Nightingale. On voit qu'on a le même problème qu'avec Hayabusa 2. Tous les sites sont plus petits que la précision initiale à l'atterrissage. Donc, OSIRIS-REx a dû revoir aussi sa stratégie de descente pour pouvoir avoir une précision plus faible que la cinquantaine de mètres de diamètre. Et on est confiant. Sauf qu'à cause du Covid, etc., de la Covid, etc., eh bien, on a dû repousser la récolte qui devait avoir lieu le 25 août au 20 octobre prochain. Donc, stay tuned, comme on dit en anglais. Le 20 octobre, eh bien, j'espère qu'on pourra faire une récolte avec un mécanisme qui est très différent de celui d'Hayabusa 2, puisqu'ici, on vise à récolter au moins 60 grammes de matière avec un cylindre que vous voyez ici, qui, quand il va se poser, au bout d'un bras de 3 mètres de long, en 5 secondes, va dégazer de l'azote gazeux et ça va créer un vent qui va entraîner les poussières dans le cylindre et on espère comme ça récolter au moins 60 grammes de matière. Donc, on va attendre ça. Je vais terminer, je vais passer tout ça. Je voulais vous parler de quelle est l'origine de Bennu et Ryugu, etc. Mais bon, je n'ai pas le temps. Je voudrais vous dire quand même un mot sur la défense planétaire, puisque tout à l'heure, je vous disais que j'ai fait une grosse faute d'orthographe, défense avec un S, mais c'est pas grave. Donc, la défense planétaire, je vous disais que c'est le seul risque qu'on peut prédire et éviter. Donc, on est en train de le prédire parce qu'on est en train de faire l'inventaire de tous ces objets. Alors, on peut le faire depuis les télescopes terrestres et on le fait, et notamment avec Pan-STARRS et le LSST qui vont être construits, qui va révolutionner complètement tout ça et va nous permettre, mais il faudra plusieurs décennies pour avoir l'inventaire des objets plus grands que 140 mètres de diamètre. Mais heureusement, le Congrès américain semble avoir financé une mission spatiale qui s'appelle LEOSM, qui elle va le faire depuis l'espace, un télescope spatial qui va permettre de faire l'inventaire de tous ces objets en 10 ans. Et en plus, avec un volet infrarouge, donc on va pouvoir avoir accès directement au diamètre des astéroïdes. Donc ça, c'est génial. Et on va pouvoir vraiment savoir s'il y a un objet qui nous menace. Et en parallèle, eh bien, on va vérifier si on est capable de prévenir le risque, c'est-à-dire si on a un objet qui nous menace, est-ce qu'on est capable de le dévier. Et ça, c'est l'objet de la mission DART de la NASA et Hera, puisque DART, vous le voyez ici,
va rentrer en collision avec la Lune d'un astéroïde double. On a à peu près 15% des astéroïdes qui sont doubles, des petits astéroïdes. Et là, on va taper sur la Lune pour mesurer, pour voir si on est capable de dévier la trajectoire de la Lune autour du corps central. Et une fois que DART aura fait ça, eh bien, Hera va arriver. Elle va être le premier rendez-vous vers un astéroïde binaire. DART aura fourni des premières images, mais là, on va faire un rendez-vous. Ça sera le plus petit astéroïde étudié parce que vous voyez, la Lune sur laquelle on va taper, qui s'appelle maintenant Dimorphos d'ailleurs, va faire 160 mètres de diamètre, qui est à peu près la taille d'un des gros rochers sur Ryugu. Donc vous voyez que c'est vraiment un tout petit corps. Et qu'est-ce qu'un petit corps comme ça dans l'espace libre par lui-même, on ne sait pas. Quelle est sa structure? Et ça, on va le savoir parce qu'on va faire la première caractérisation de structure interne directe d'un astéroïde, puisque Hera va déployer 2 CubeSats, un qui aura un radar, qui va faire de la tomographie, et on va pouvoir vraiment caractériser sa structure interne. Est-ce que c'est un agrégat? Est-ce que c'est de la roche dure? Et ça, c'est très important aussi pour interpréter le résultat de l'impact de DART avec cette Lune, qui vont donc nous fournir la première expérience documentée d'impact à cette énergie pour pouvoir valider les codes numériques et ainsi les appliquer à d'autres scénarios de déviation. Donc, on est très heureux. Donc, le DART va faire son impact en octobre 2022. On pourra voir depuis les télescopes terrestres la perturbation sur la trajectoire de la Lune. Et puis, plus tard, pour des raisons programmatiques, Hera arrivera sur la scène du crime et il nous donnera tout le résultat de l'impact et beaucoup de science aussi, puisqu'on va aller voir le premier astéroïde double. Voilà, je termine tout simplement en rappelant pourquoi est-ce qu'on va explorer ces restes de planètes. Eh bien, c'est parce que les astéroïdes et les comètes sont nos amis. Hein, ils ont conservé la composition initiale du système solaire, contrairement aux planètes qui ont chauffé. Ils ont créé les planètes, dont la Terre. Ils ont apporté l'eau et les minéraux. Ils ont apporté le matériel chimique. Ils ont tué les dinosaures, ce qui était essentiel pour que nous puissions arriver là. Et leur frontière n'est pas aussi nette qu'on le supposait entre ces deux populations, comme je vous l'ai dit très brièvement. Et c'est surtout le seul risque qui peut être prédit et évité, parce que s'ils ont peut-être permis à la vie d'émerger sur Terre, ils peuvent aussi l'endommager, et vous le voyez, on est en train de s'en occuper. Donc, dans la prochaine décennie, on devrait être capable de dire qu'on a un risque qu'on contrôle relativement bien. Voilà, je vous remercie, et si vous avez des questions, eh bien, je répondrai avec plaisir. Merci beaucoup, Patrick. C'est en fait, bon, le mot qui me vient à la bouche naturellement, c'est waouh. Alors, bon, je pense que ce que tu nous as présenté là démontre que bon, la science-fiction, c'est pas tant la science-fiction que ça, parce que là, ce sont vraiment des missions spatiales qui sont inimaginables en fait. Bon, on a vraiment l'impression de rêver et puis ces images qui sont si précises, c'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant. Donc, j'ouvre la possibilité. Alors, nous avons Yus Molen qui veut poser une question. Oui, vas-y. Il faut que j'active ton micro, tu peux l'activer toi-même. Ça va. Oui, ça tu va, peux l'activer. Donc, merci Hasna, donc merci Patrick pour votre conférence, riche conférence en fait, sur l'exploration des petits corps des systèmes solaires et surtout des astéroïdes. Donc j'ai une question concernant la forme des deux astéroïdes Bono et Vogon. Donc on voit qu'ils ont la même forme. Donc j'ai une question, comment vous pouvez expliquer donc ces astéroïdes ils ont pris cette forme et quelle est la population estimée dans la ceinture des astéroïdes ou bien dans la population connue des astéroïdes qui ont cette forme-là? Oui, alors merci pour cette question. Ça va me permettre de vous montrer, alors je ne sais pas si j'ai mis les détails. Alors en fait, effectivement, donc cette forme qu'ils ont de toupie, on avait deux scénarios en fait, on avait un scénario jusqu'à ce que on arrive à Bennu et Ryugu. C'est en fait le fait que, comme vous le savez peut-être, les astéroïdes sont soumis à un effet thermique qui peut accélérer leur rotation sur eux-mêmes. Il s'appelle l'effet York. Il vient du fait que quand l'astéroïde reçoit la chaleur du Soleil, il la reçoit dans une certaine direction, et le temps qu'il la réémette, eh bien, il a tourné un peu. Et c'est différent, un petit peu comme sur Terre, en principe, il devrait faire plus chaud quand le Soleil est au zénith, et en fait, il fait plus chaud quelques heures après, le temps que la Terre réémette sa chaleur. Et en fait, cette différence de direction entre la chaleur reçue et la chaleur émise peut provoquer un couple qui peut accélérer
la fréquence de rotation d'un astéroïde. Donc un astéroïde, il va tourner par exemple en 7 heures sur lui-même, puis petit à petit, il va tourner en 6 heures, 5 heures et de plus en plus vite. Et on a modélisé ça et on a montré que quand un astéroïde est un agrégat, et la plupart de ces astéroïdes sont des agrégats, je pourrais vous expliquer pourquoi, mais quand un astéroïde est un agrégat et qu'on soumet à cet effet, on s'aperçoit que le sable ou les particules qui sont vers le pôle de l'astéroïde ont tendance à descendre vers l'équateur, là où la force centrifuge est maximale. Et en descendant vers l'équateur, eh bien, il passe d'une forme qui peut être sphérique à justement cette forme de toupie, parce qu'en fait, ces particules vont nourrir l'équateur et vont former une boursouflure. Et donc, cet effet Ryope est très pratique pour former ce type de forme, que l'on a observé d'ailleurs par radar très souvent pour les corps primaires des astéroïdes doubles. Parce qu'en fait, une fois que les particules commencent à bouger, à aller vers l'équateur, si on n'arrête pas le processus, eh bien, elles peuvent s'échapper et éventuellement se réaccumuler pour former un petit satellite. Et donc, ça marche bien pour former les astéroïdes doubles. Le seul problème qu'on a, c'est que Bennu et Ryugu, ils ont, comme vous le voyez sur cette image, des gros cratères. Je ne m'entends pas. Il y a un problème de connexion. Ah, allô? Vous Oui, m'entendez? c'est bon, c'est bon. Ça s'est coupé il y a quelques secondes. Donc, pour le faire plus court, soit on a cet effet York qui forme cette forme, soit il faut un mécanisme qui forme plutôt cette forme, parce que l'effet York, il met plusieurs millions d'années pour s'accumuler et remplir l'équateur. Et là, les gros cratères qu'on voit sur Bennu et Ryugu à l'équateur nous disent que la boursouflure a dû se former très tôt, avant que les cratères soient produits. Et donc, ce qu'on a montré dans un papier qu'on a publié dans Nature Communication, c'est qu'en fait, quand on casse un astéroïde dans la ceinture des astéroïdes, comme vous allez voir sur cette vidéo, eh bien, en fait, les fragments qui sont éjectés eh bien, vont se suivre et peuvent se réagréger pour former des agrégats et qui ont la forme de Bennu et Ryugu. Donc, ce qu'on pense pour Bennu et Ryugu, c'est que cette forme, ils l'ont acquise lorsqu'ils ont été extraits de leur corps parent. Parce qu'en fait, dans la ceinture des astéroïdes, tous les corps qui sont plus petits qu'une cinquantaine de kilomètres de diamètre sont au moins de deuxième génération, c'est-à-dire qu'ils sont issus d'un corps plus gros. Et ce qu'on a montré, c'est que, et donc c'est le cas de Bennu et Ryugu, et donc ce qu'on a montré, c'est que dans de telles destructions de corps parents, eh bien, contre ce qu'on pensait d'ailleurs, on ne pensait pas que c'était possible, on a trouvé des cas où on forme des agrégats qui ont la forme de Bennu et Ryugu. Donc, on a en gros deux mécanismes qui jouent la compétition. L'un qui est plus lent, qui s'appelle l'effet York, qui peut aussi bien marcher, et l'autre qui est directement à l'issue de la réaccumulation à l'origine de ces objets. Et ça peut expliquer l'abondance de ces formes-là que l'on a sur la base des observations radar. Alors après, pour vous dire à quel point elles sont abondantes, c'est très difficile parce qu'on a vraiment une statistique de faible nombre. On a très peu pour l'instant, malheureusement, de formes d'astéroïdes bien caractérisées. C'est vrai que les observations radar nous montrent que c'est assez typique, mais est-ce que c'est représentatif de tout? Je ne sais pas. L'effet York a tendance à produire systématiquement cette forme. Les collisions, elles la produisent, mais produisent aussi des formes très allongées comme Itokawa, etc. Donc après, c'est une question de la façon dont ces objets se accumulent, des forces de cohésion, etc. Et il y a une telle diversité que je ne sais pas si on peut dire que c'est plus commun que d'autres formes. C'est simplement effectivement troublant que, comme par hasard, les deux objets auxquels on rend visite en même temps ont la même forme. D'ailleurs, dans notre papier, on explique qu'il se pourrait aussi qu'ils viennent du même corps parent, pas à cause de leur forme, mais à cause de leur composition qui semble être similaire. Même s'ils ont un degré différent d'hydratation, on peut aussi expliquer ça à partir d'un même corps parent. Et ça, c'est intéressant parce que dans la ceinture des astéroïdes, on a identifié des groupes de corps qu'on appelle des familles d'astéroïdes qui proviennent d'un même corps détruit par collision et qui, sur la base des spectres, des observations qu'on fait depuis le sol terrestre, pourraient être des familles candidats à l'origine de ces astéroïdes. Donc, en gros, on est un peu des détectives qui essayons de remonter tous les indices pour nous permettre de comprendre leur histoire, et la forme est une partie de l'équation. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Alors, il y a une question dans le chat. Y a-t-il des zones, des endroits sur Terre de prédilection pour la chute de ces corps? Donc, alors,
Alors, Patrick, non, est-ce- non, oui, malheureusement, mais je sais que d'autres malheureusement. pourraient répondre comme moi. Non, malheureusement, par contre, il y a des sites de prédilection pour les trouver. Parce que si je vais, moi, j'habite à Nice, et si je vais dans le Mercantour, distinguer comme ça une météorite d'une roche terrestre dans le Mercantour, c'est pas évident au départ. Après, il y a quelques trucs qu'on peut faire parce qu'il y a une croûte de fusion, on peut casser, mais c'est pas évident. Donc, en fait, donc, pour répondre simplement, il n'y a pas de site de prédilection de chute. Les chutes, ça chute partout. Alors, il se trouve que les événements qu'on a identifiés comme la Tunguska et Chelyabinsk, c'est tout en Russie, mais c'est parce que c'est le plus grand territoire, donc statistiquement, voilà. Mais en fait, il n'y a pas de zone de prédilection. Par contre, effectivement, les déserts, l'Antarctique aussi, où il y a des expéditions pour aller chercher des micro-météorites parce qu'elles sont noires sur un sol blanc, donc ça c'est plus facile. Dans les déserts aussi, une météorite qui va être très noire, on va la voir sur un sable, et je sais que Asnard fait des choses comme ça. Il y a même une météorite martienne qui est tombée pas loin de chez vous, je crois, qu'on aurait bien voulu récupérer. Mais Tout bon, à elle fait. est tombée là et on le sait parce que c'est plus facile à reconnaître et à identifier. Donc les chasseurs de météorites en général, ils ont des zones de prédilection, mais c'est pas parce que c'est là que ça chute le plus, c'est parce que c'est là qu'on les reconnaît le mieux. Ok, merci beaucoup. Alors, en fait, justement, ça, c'est quelque chose que je souhaitais discuter avec toi et j'espère qu'on en aura l'occasion parce que, justement, on démontre que, ah bon, enfin, on sait tous qu'il n'y a pas que les chutes sont complètement aléatoires, mais il y a une réalité, c'est qu'au Maroc, depuis 2004, nous avons eu 14 chutes observées et ça fait une statistique plus importante que n'importe où ailleurs dans le monde. Alors, c'est vrai qu'il y a une communauté qui s'intéresse, etc. Mais il n'empêche que ça fait quand même un chiffre assez important et Ouais, c'est vraiment quelque chose que je souhaiterais qu'on regarde ensemble et ça pourrait être éventuellement un axe de coopération qu'on pourrait mettre en place avec nos doctorants, etc. Et ce serait vraiment, absolument. vraiment fabuleux si on pouvait travailler là-dessus ensemble, quoi. Ah, volontiers. Ça, c'est très intéressant. Magnifique. Alors, je continue. Donc, dans le chat, il y a pour la mission DART, est-ce que le satellite percute simplement l'astéroïde ou bien est-il équipé d'une charge explosive? Non, alors là, c'est vraiment passif. Donc, en gros, on balance tout le satellite, d'ailleurs avec tous ces panneaux solaires qui sont très gros parce qu'il a une propulsion ionique et il n'y a pas de charge explosive. Bon, il y aura du carburant, c'est sûr, mais il n'y a pas de charge explosive. C'est vraiment un impact passif, en principe quasiment mécanique. Ce qu'il aura avec lui pour l'accompagner, c'est un petit CubeSat. Donc, ce n'est pas exactement la réponse à la question, mais j'en profite pour dire ça. Donc, c'est passif. Et il y aura un petit CubeSat italien qui s'appelle Licia qui sera déployé un petit peu avant et qui permettra d'observer les premières secondes après l'impact, donc les premiers éjectats produits. On ne pourra pas voir la taille du cratère parce qu'un cratère, comme je le disais tout à l'heure, dans ces régimes, met beaucoup de temps, met plusieurs minutes à se produire et donc il faudra ERA pour voir la taille du cratère, mais au moins ce petit CubeSat nous donnera des informations sur les premiers éjectats. Mais là, c'est vraiment un impact mécanique et c'est très bien parce qu'on veut se servir de cet impact pour valider les simulations numériques d'impact et vérifier, parce que là, on aura les conditions initiales données par DART et on aura tous les détails, y compris les propriétés de la cible caractérisées par ERA et du cratère, et ça va vraiment nous permettre de valider les simulations numériques. Donc, ce qu'on veut, c'est éviter d'avoir trop d'inconnus dans les simulations. Et alors, s'il fallait modéliser en plus une charge explosive dont on n'aurait aucune information parce que les Américains ne nous les donneraient pas, là, pour le coup, ça ne serait pas très utile, puisque là, l'idée de cette première expérience, c'est d'abord de vérifier si on est capable de guider un satellite sur un astéroïde, et puis aussi si nos codes numériques sont valides ou s'il faut les revoir. Du coup, c'est vraiment passif. Ok, et puis bon, il y avait une question sur Facebook. Pourquoi on prélève des échantillons sous forme de poussière et non pas de morceaux, avec une action mécanique moins sophistiquée que le prélèvement de poudre? Ah, ben, on adorerait, hein. Moi, si je peux, Oui. enfin, pas moi, parce que je montais dans une fusée, je suis courageux, mais pas téméraire. Mais franchement, l'idée, c'est de prendre le maximum. Alors, c'est une très bonne question, en fait, parce qu'effectivement, pourquoi
Dans l'idéal, on voudrait pouvoir amener beaucoup plus de matériaux. Pourquoi on se contente de 100 mg d'un côté, 60 grammes de l'autre, et avec un mécanisme qui semble sophistiqué? Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le problème qu'on a, c'est que quand on monte une mission spatiale, d'abord, on a plusieurs contraintes, et une d'entre elles, c'est le budget. Donc, pour pouvoir être sélectionné, il faut rentrer dans le budget imparti par le programme. Et ça, déjà, ça vous flingue la plupart de tous les trucs que vous voulez faire, parce qu'une grande partie du budget va dans les opérations. Et donc, tout risque, il y a un coût sur le risque. Donc, vous êtes obligé de concevoir un mécanisme qui comporte le minimum de risque. Et ça, évidemment, quel est le plus gros risque quand vous allez sur un astéroïde? Le plus gros risque, c'est effectivement de devoir se poser. Parce qu'on a une attraction qui est très faible. Se poser pour creuser, eh bien, ça nécessite de s'ancrer. Parce que moi, quand je vais sur la promenade des Anglais à Nice ou sur la plage, si je veux creuser sur le sable, eh bien, j'appuie avec ma pelle et puis je remonte le sable. Si vous faites ça sur un astéroïde, vous remontez parce que la poussée qui est exercée lorsque vous appuyez avec la pelle est supérieure à l'attraction de l'astéroïde. Donc, si vous voulez creuser, il faut d'abord vous ancrer. Vous ancrer, ça veut dire concevoir des ancres, des harpons, qui savent s'accommoder de l'état de surface de l'astéroïde, que vous ne connaissez pas au départ. Donc, une ancre ou un harpon, il n'aura pas la même conception si ça doit être sur du sable ou de la roche dure, et en l'occurrence très dure. Et tout ça, on ne le sait pas. Donc, si vous voulez ramener beaucoup de matériaux, des blocs, il faut d'abord vous ancrer pour après, avec votre marteau-piqueur ou je ne sais quoi, commencer à creuser. Et vous ne savez pas ce que vous allez trouver. Donc, c'est pas possible, ça serait des coûts énormes. Il faudrait mettre plusieurs solutions. Parce que sinon, vous avez une probabilité de vous planter la plus grande. D'où l'idée de dire on fait du touch and go. On va simplement racler la surface. Comme ça, déjà, on ne prend pas le risque de se poser avec des harpons qui risquent de ne pas marcher. On a vu sur Rosetta, hein, le robot Philae, les harpons, ils n'ont pas marché. Et on veut éviter ça. Et encore, on a pris un risque parce que, simplement pour dire brièvement, et c'est le bon exemple, sur Osiris-Rex, on s'est quand même dit, allez, on veut prendre au moins 60 grammes. Donc, on va faire ce mécanisme-là. Mais même ce mécanisme-là, il ne peut pas tout prendre. Donc, on a fait l'hypothèse qu'on aurait des grains plus petits que 2 cm, parce qu'il y avait un paramètre qui nous disait qu'on devrait trouver des grains de 2 cm depuis les observations de la Terre. Et donc, le cylindre, il a des trous qui ne sont pas plus gros que 2 cm. Les agrandir, ça avait un coût, parce que prendre plus, il faut mettre une capsule plus grosse, etc. Vous voyez, donc, tout a un coût. Eh bien, quand on est arrivé sur Osiris-Rex, on a eu une trouille énorme, parce qu'on n'avait pas l'impression qu'il y avait des grains plus petits que 2 cm, et ce qu'on avait supposé était complètement faux. Alors, heureusement, maintenant, en faisant des survols à basse altitude, on s'aperçoit qu'on en a, mais on est toujours obligé de faire des hypothèses, et ce qu'on veut, c'est éviter trop d'opérations complexes qui reposent sur trop nombreuses hypothèses, qui augmentent les risques et donc les coûts. Et c'est pour ça qu'au final, on est obligé de se contenter de quelques grammes. Mais les cosmochimistes, et à cela on connaît plein, eh bien, ils sont capables, avec des micromètres de matière, de vous raconter toute une histoire. Donc au final, c'est pas si grave. C'est sûr que ça minimise le nombre d'échantillons que vous pouvez partager, parce qu'il y a certaines analyses qui sont destructives, mais c'est déjà pas mal. Okay. Merci beaucoup. Alors, donc, il y a des questions que tu dois voir sur le chat. Alors, lors de l'atterrissage, pourquoi décaler le marqueur hors de la trajectoire de la zone d'atterrissage? Alors ça, c'est aussi une bonne question. Ça montre la sensibilité de tout ce qu'on fait. Alors, en l'occurrence, la première stratégie, c'était en descendant, de déployer le marqueur et de suivre la chute libre de marqueur pour atterrir. Mais avec ça, comme la gravité de l'astéroïde n'est pas bien connue, ça crée une imprécision de quelques dizaines de mètres de diamètre. Et il fallait réduire à 5 mètres. Donc, les Japonais se sont dit, on va plutôt d'abord poser le marqueur et ensuite, on va se guider avec lui. Mais évidemment, même quand vous déployez le marqueur, le guidage, il n'est pas parfait. Donc, là, il était un peu à côté. Et en plus, le marqueur, il arrive avec une certaine vitesse. Et comme il n'y a pas très peu d'attraction de surface, il rebondit un peu. Et ça suffit pour le décaler de la zone prévue. Donc, il y a d'une part la trajectoire qui a quand même une imprécision du marqueur lui-même, et puis il y a ensuite le fait que quand il arrive sur la surface, il est soumis à des rebonds qu'on ne contrôle pas pour le coup, parce qu'on ne sait pas du tout si la surface elle est molle, elle est dure, etc. Donc tout ça, on n'est pas capable de le contrôler, et du coup, il s'est mis à côté. Mais ça n'a pas gêné. Et d'ailleurs, une chose qui est très intéressante et qui montre que ça vaut le coup de prendre des risques, c'est que
on a vu tout à l'heure qu'on a raté d'1 mètre ou de 2 mètres le point précis dans la zone d'atterrissage. Et ça, ce n'est pas très grave parce qu'on n'était pas à 2 mètres près, heureusement, puisque dans les 6 mètres, il n'y avait pas de rocher. La deuxième récolte qui a été faite, ils se sont mis à 60 cm. Donc, on voit qu'on apprend en faisant ce genre d'opération. C'est pour ça que je dis aux agences spatiales, prenez des risques, parce que si vous ratez une première fois, ce n'est pas perdu, puisque la deuxième fois, vous aurez appris et vous saurez tout faire. Et d'ailleurs, entre Hayabusa et Hayabusa 2, il y a eu un taux d'échec, enfin, je n'aime pas dire échec, il y a eu beaucoup de difficultés sur Hayabusa qu'ils n'ont pas eu sur Hayabusa 2 grâce à ce qu'ils ont appris avec Hayabusa. Donc là encore, pour l'histoire du remarqueur, ça nous apprend que même quand on veut déployer d'abord, il peut y avoir une petite imprécision et ils ont su la corriger la deuxième fois. Ok. Alors, d'abord, donc, vitesse de l'impact. Alors, je ne sais pas si c'est la vitesse je ne sais pas de quel impact Alors, je vais vous dire les 3, comme ça, c'est sûr. Le projectile d'Hayabusa 2 qui a tapé pour récolter l'échantillon, c'est 300 mètres par seconde. Le projectile d'Hayabusa 2 qui a fait le cratère, c'est 2 km par seconde. Combien, pardon? 2 km par seconde. Ok, d'accord, pardon, j'avais pas entendu. Ça doit faire 7000 km/h, un truc comme ça. Okay. Donc là, il ne faut pas se faire prendre par un radar. Et le projectile de DART, c'est 6 km par seconde. Donc 6 km par seconde, c'est plusieurs dizaines de milliers de km/h. Je ne l'ai pas en tête. Mais ce qui est très bien, c'est que c'est à peu près la vitesse moyenne de collision entre astéroïdes. Donc ça va nous permettre de comprendre le phénomène aux mêmes vitesses d'impact entre astéroïdes. Donc ça, c'est pas mal. Ok. Pourquoi la percussion sur la Lune ne nuira pas à l'astéroïde comme notre Lune par rapport à la Terre? La percussion sur la Lune n'ira pas à l'astéroïde. Ah oui, ça veut dire qu'on a des météorites de la Lune. Oui, alors oui, non, en fait, on a fait des simulations qui montrent qu'effectivement, on prédit qu'une grande partie des éjectats produits par l'impact de DART sur, donc, on l'appelait Didymos, maintenant c'est Dimorphos, qui a été validé par l'Union astronomique internationale, donc qui est la lune de Didymos, et bien une grande partie des éjectats va en fait se réaccréter sur Didymos. Effectivement, comme la Lune avec la Terre, on aura la même chose, et même d'après nos prédictions, mais on peut avoir complètement faux, eh bien ça peut modifier les propriétés spectrales du corps primaire, parce qu'on va le recouvrir de matériaux frais qui a été excavé de la surface de Dimorphos. Et ça, on va pouvoir le vérifier avec les spectres. Donc, effectivement, on s'attend à voir ce matériau se redistribuer dans le système. Une partie, d'ailleurs, se retomber sur Dimorphos et l'autre sur Dimos. Juste pour être sûr que, en fait, bon, est-ce que tu veux dire qu'il y a de la réaccrétion qui se fait, il y a de l'accrétion qui se fait, en fait, je veux dire, maintenant, il y a des objets qui s'accrètent actuellement? Ah non, la au moment où DART va taper sur Didymos. Oui. C'est là où il va y avoir des éjectats qui vont se réaccumuler sur Didymos. Ok, donc, alors après oui. Alors ça, c'est une autre question. C'est une autre question, mais qui n'a rien à voir. Justement, est-ce que la réaccrétion est quelque chose qui est possible maintenant? Oui, alors là, ce qu'on est en train de se poser comme question, c'est l'inverse. C'est-à-dire que Didymos, donc le corps principal, le système a changé de nom, il s'appelle Didymos Dimorphos. Donc Didymos, qui est le corps principal qu'on voit là à droite, qui tourne sur lui-même, il tourne très vite sur lui-même. Il tourne en 2h26. Et en fait, on a fait des calculs qui montrent que s'il n'y a pas de cohésion à l'équateur, eh bien, Didymos est encore en train de perdre de la masse et peut-être de la transférer à Dimorphos. Il est possible, après s'il y a de la cohésion, non, mais il est possible que ce soit un système très actif encore actuellement. Magnifique. Donc, c'est une sorte d'accrétion parce que l'un perd de masse et la transfère vers l'autre. D'accord. C'est très intéressant et ça fait un peu peur aux ingénieurs de l'ESA parce que quand ERA va arriver, on voudrait éviter de se retrouver dans un truc plein de poussière, mais on ne peut pas négliger cette hypothèse. Donc, on a un système très vivant en tout cas. Magnifique. Alors, sur le site du JPLN NASA, les diamètres sont exprimés au mètre près. Quelle est la pertinence de cette précision et comment sont fournies ces données? Ah, très bonne question. Alors, sur le site, c'est effectivement vrai. Normalement, pour les observateurs que vous êtes parmi vous, eh bien, quand vous observez un astéroïde, ce que vous avez comme données, c'est la magnitude, en gros la brillance, à quel point il est brillant.
Et après, de monter de la magnitude au diamètre, il faut savoir quelle fraction l'objet réfléchit de la lumière. Parce qu'un tout petit objet qui réfléchit beaucoup, il aura la même brillance qu'un gros objet qui réfléchit peu. Donc, le diamètre, pour l'avoir, il faut avoir une observation dans l'infrarouge, parce que dans l'infrarouge, la brillance est proportionnelle au diamètre, directement. Et ça va être fait par la mission NOSM, ça a été fait par NOAA, etc. Donc, quand vous voyez des diamètres estimés sur les sites de l'ESA, du JPL, etc., en général, sauf s'il a été observé directement par NOAA, mais en général, c'est indiqué. En général, c'est en supposant cette fraction de lumière réfléchie qu'on appelle l'albédo, et on a une équation qui nous permet de déduire à partir de la magnitude le diamètre en fonction de cet albédo. Mais ça reste une hypothèse. Donc effectivement, comme l'albédo, il peut aller de 4% à 20, voire 40%, on peut avoir tort d'un facteur 2 à 3 sur le diamètre. Et en général, ce qu'ils mettent sur les sites, c'est en supposant un albédo moyen de 0,15, donc de 15%, ils vous donnent le diamètre. Mais scientifiquement, la façon correcte de le faire, c'est vrai, ça serait de mettre un plus ou moins quelque chose. On n'a pas cette précision au mètre près. Ça, c'est sûr. Alors, donc Zoël voudrait 2 mots sur les objets interstellaires. Ah, ça c'est intéressant. C'est dommage, j'avais ma postdoc Yoon qui a fait un papier dans Nature Astronomy pour l'origine de Oumuamua. Donc effectivement, on a découvert depuis récemment des astéroïdes qui nous rendent visite, qui font un coucou et qui repartent. Donc ils ne sont pas liés au système solaire ni au Soleil, et donc ils ne font que traverser le système solaire. Donc il y en a eu 2 pour l'instant. Il y a eu Oumuamua qui a été détecté à Hawaï, et il y a eu la comète Borisov. Alors Oumuamua, on l'appelle un astéroïde parce qu'il n'avait pas de signature cométaire, c'est-à-dire qu'il n'était pas apparemment, il n'y avait pas de dégazage, il n'y avait pas ce qui est caractéristique d'une comète, hein, cette atmosphère, cette coma, et donc il semblait inactif. Et ça nous a troublés parce que les astéroïdes sont formés plus proches du Soleil que les comètes, et en général sont plus difficilement éjectés d'un autre système planétaire. Donc en gros, on pense que de toute façon, ces objets qui nous rendent visite, ils ont bien dû se former quelque part, et donc l'hypothèse, la seule qu'on ait, c'est qu'ils ont été éjectés d'un autre système planétaire. Et il est plus facile pour des raisons dynamiques d'éjecter des comètes que des astéroïdes. Donc pour la comète Borisov, c'est moins surprenant parce que notre système solaire lui-même a éjecté des comètes, hein, une partie est dans le nuage de Oort, et donc pourquoi pas pour la comète Borisov. Pour l'astéroïde interstellaire, c'est un peu plus compliqué parce qu'on se dit que comment est-ce qu'on arrive à faire ça. En plus, il a une forme qui est très allongée sur la base des courbes de lumière. Il aurait peut-être un grand axe 10 fois plus grand que le petit axe, donc comme un cigare. Et ma postdoc Yoon a fait un papier dans Nature Astronomy qui montre qu'effectivement, on peut expliquer ça par les effets de marée. Donc en fait, quand un objet très peu cohésif passe à proximité d'une étoile, eh bien, sa forme peut, d'abord, l'objet peut se détruire et former des fragments qui sont très allongés, de forme de cigare, qui vont être éjectés. Et ensuite, le fait que, même s'il est cométaire, s'il passe très près de l'étoile, eh bien, tout va fondre et va se refroidir lorsqu'il part de l'étoile et qu'il est éjecté. Et ça va d'ailleurs l'aider à maintenir cette forme. Et ça va former une croûte qui va protéger sa glace de surface. Donc, c'est un mécanisme de fusion et de refroidissement. Et ensuite, quand il arrive dans le système solaire, il passe près du Soleil et ça peut suffire pour casser un petit peu sa croûte et éventuellement dégazer un peu sans que nous, on s'en aperçoive. Mais, par contre, c'est tout à fait cohérent avec le fait qu'on a détecté que l'accélération qu'il subissait était supérieure à celle produite seulement par la perturbation gravitationnelle des planètes. Et donc, c'est là qu'un type de Harvard a dit, ah ben voilà, c'est un vaisseau spatial, parce qu'il y a un module de propulsion. Et en fait, non, d'après le scénario de ma collègue Yoon Zhang, eh bien, pas du tout. Il suffit que sa croûte soit légèrement chauffée pendant le passage du Soleil. Ça permet quand même aux glaces qui sont en dessous de se dégazer. Et donc ça, on ne peut pas le voir. Mais par contre, ça produit l'accélération qu'il faut pour le propulser à une vitesse supérieure à celle faite par les planètes. Donc, elle a permis de résoudre ce problème et de finir avec les théories de la conspiration. Ce n'est pas un vaisseau spatial, c'est bien un astéroïde, et on a un scénario pour l'expliquer. Et d'après les observations, alors moi ça m'amuse toujours quand c'est un seul cas, mes collègues de Hawaï disent que s'ils en ont vu un, ça veut dire qu'on a au moins un par an. Mais bon, il faut m'expliquer avec un seul cas comment on arrive à faire une statistique, mais bon. En tout cas, pour l'instant, c'est
à peu près vérifié, en moyenne, hein, parce qu'on en a eu un et puis 2 ans après, un autre. Donc maintenant qu'on surveille ça, j'espère qu'on aura d'autres pour pouvoir justement mieux contraindre la façon dont ils se forment. Mais ils passent très très vite, hein, donc il faut les choper au bon moment. Ok. Bon, je pense qu'on va prendre une dernière question. Donc, pour rebondir sur le fait que creuser l'astéroïde entraînerait une remontée de la sonde, est-ce que la puissance du tir destiné à libérer la poussière récoltée ensuite ne provoque pas une réaction qui serait redécoller la sonde, qui ferait redécoller la sonde? Donc ça, je pense que c'est pour Hayabusa 2. Effectivement, il y a ce cornet qui fait 70 cm de long, qui dès qu'il tape, on tire le projectile. Mais là, la force de répulsion, elle est très faible parce que le projectile fait à peine quelques grammes. Donc du coup, en fait, la force de répulsion n'est pas suffisante pour faire redécoller la sonde. Mais c'est une très bonne question parce qu'effectivement, si on le fait de façon trop violente, on aura cette force de répulsion. Donc il y a une limite. Et c'est en partie pour ça d'ailleurs qu'ils ne pouvaient pas prélever plus parce qu'ils ne peuvent pas utiliser un plus gros projectile qui nécessiterait une plus grande force et donc action-réaction, la sonde remonterait. Donc effectivement, c'était un problème. Bien. Et là, pour simplement dire, pour Osiris-Rex, pardon, le vent… pardon, excuse-moi, pour Osiris-Rex, le vent qui va être créé lorsqu'on va dégazer l'azote n'est pas suffisant non plus parce que là, Osiris-Rex est très lourde et elle va vraiment s'appuyer sur l'astéroïde pour le faire. Et pareil, la réaction n'est pas suffisante pour qu'elle se soulève, heureusement. Et c'est pris en compte, hein, effectivement. Okay. Donc, Youssef, qui est doctorant, souhaite reprendre la parole. Donc, Youssef, vas-y, on t'écoute. Merci, professeur Hadna. Désolé si je reviens encore une fois. Non, non, Donc, avec plaisir. J'ai une petite question sur la mission IRA et DAR. Mais avant, vous avez parlé un peu sur les objets interstellaires. Je veux dire seulement qu'il y a une mission qui a été sélectionnée par l'ESA, l'Agence spatiale européenne, qui s'appelle Interceptor, qui sera lancée en 2028 et a l'objet de rencontrer, si possible, l'un des objets interstellaires. Donc, absolument. Ouais. Exactement. Merci de le dire. C'est une mission géniale. L'idée est géniale. C'est un de mes collègues anglais qui l'a formulée, Colin Snodgrass. Et l'idée, c'est donc on accompagne en piggyback, on appelle ça dans le spatial, c'est-à-dire on accompagne une mission qui va être lancée, qui s'appelle Ariel, qui a pour but de caractériser l'atmosphère des exoplanètes. Et en fait, on va profiter de ce lancement pour lancer une deuxième sonde. Et ce qui a été choisi, c'est effectivement cette mission Comet Interceptor qui va se parquer avec Ariel et attendre le passage d'une comète. Donc en fait, pour l'instant, il n'y a pas de cible. Ouais. On va simplement y aller et on va attendre le premier. Je trouve que ça sera peut-être soit un interstellaire, soit une comète à longue période. Mais dans les dégâts, je trouve ça l'idée géniale. Merci d'avoir soumis. Et la question. Mais je reviens sur ma question. Pourquoi vous décidez d'envoyer ERA après quelques années, donc la DART mission? Pourquoi vous ne pouvez pas faire campagne la mission de la NASA pour voir ça? Parce que je sais bien qu'il y a toujours le problème de l'argent, mais je pense que peut-être il y aura d'évolution après ce impact-là et vous ne voyez rien. Ah non, alors, ok, ça je peux répondre à ça. Alors, j'ai les réponses aux deux. La première est malheureuse, c'est qu'en fait, on a construit ce projet ensemble avec la NASA. En fait, l'ESA a été pionnière là-dedans, puisque comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est dans les années 2000 qu'on a commencé avec une mission qui s'appelait Don Quichotte, qui avait un projectile et un impacteur, et un orbiteur, et puis comme il n'y avait pas de budget, on a arrêté l'étude en 2007, en phase A, comme on l'appelle, et il n'y avait pas de budget. Et après, c'est moi qui ai en fait parlé avec mes collègues américains. On en reparlait, j'étais au Caltech avec un collègue qui s'appelle Andy Chen de APL, et on discutait de ça, et puis je disais, tu vois, dans le fond, si on arrivait à se partager les coûts, une agence fait quelque chose et l'autre agence, l'autre partie, on pourrait peut-être y arriver. On a commencé à proposer ça. L'ESA et la NASA ont commencé à discuter, on a fait un accord, un agreement entre eux, et on a commencé à étudier ça. Et on devait partir ensemble. Mais à l'ESA, ce type de mission est dans le programme optionnel, c'est-à-dire qu'il doit être décidé par les délégations, les 25 États membres, lors du fameux conseil ministériel qui a lieu tous les 3 ans. Et donc, on a proposé en 2016 une première version qui s'appelait AIM, Asteroid Impact Mission, pour accompagner DART. Et puis, on a été retoqué à peu près. Hein. Il y avait beaucoup de délégations qui voulaient financer, mais d'autres non. Et on s'est fait retoquer. On en pleurait. J'ai pleuré 20 minutes dans le résultat, enfin plus que ça, même avec les directeurs de l'agence, etc. Et donc, évidemment,
DART, elle continuait, la NASA a continué, puis surtout, on veut vraiment impacter en 2022, parce que Didymos passe si près en 2022 de la Terre, à 15 millions de kilomètres, qu'on va pouvoir mesurer avec les télescopes terrestres une partie de la perturbation. Et donc ça, la NASA voulait garder cette option-là. Donc eux continuent. Mais nous, on s'est dit, bon ben, il y a une telle volonté de certains États membres de l'ESA, il y a une telle pression de la communauté, que le directeur général de l'ESA, Ron Werner, nous a demandé de retravailler le projet pour l'optimiser, c'est-à-dire éliminer tout ce qui n'était vraiment pas nécessaire, pour reproposer au prochain conseil ministériel, mais c'est 3 ans plus tard, en novembre 2029, la mission. Alors on a changé de nom parce que psychologiquement, pour certaines délégations, ils ne peuvent pas financer une mission qui a le même nom que celle qu'ils avaient refusée. Enfin, ça, c'est encore de la politique. Bref, donc du coup, on l'a appelé Héra. C'est moi qui ai suggéré ça parce que Héra, c'est le dieu des couples, et comme on va voir un couple, bref. Et donc, on a reproposé ça. Simplement, effectivement, du coup, on n'a pas le temps de construire la mission pour partir en même temps, parce qu'il faudrait partir l'année prochaine. Et on part en 2024. Alors après, ça répond à la deuxième question, qui était une des questions d'ailleurs des délégations. Oui, mais en arrivant 4 ans après, à quoi ça sert? C'est trop tard. Non. Parce qu'en fait, pour tout ce qu'on veut mesurer, rien n'aura changé. Ce qui est fondamental, on veut mesurer la masse de cette Lune. Parce que c'est elle qui va nous permettre de mesurer le transfert de quantité de mouvement produit par DART, qui dépend de la masse de cette Lune. Cette masse, elle ne va pas changer en 4 ans. La deuxième chose, on veut mesurer la morphologie du cratère. Lui-même, il ne va pas changer en 4 ans. Donc, en fait, pour ces principales caractéristiques, on aura au contraire, du coup, tout sera relaxé et on aura le résultat final comme si on y était. Alors, évidemment, je pleure un peu quand même parce qu'il y avait quand même une chose géniale, c'est en y étant en même temps, on observait en temps réel l'impact, donc c'était un spectacle magnifique. Il y a quand même le petit CubeSat italien qui va le faire, donc on ne perd pas tout. Et puis, il y avait ce message de coopération internationale, parce que la NASA va faire un méga buzz, et si on pouvait dire, regardez, l'ESA et la NASA sont ensemble en train de défendre la planète, c'était mieux que de faire la NASA d'un coup et puis l'ESA 4 ans après. Mais bon, sans vouloir taper sur l'ESA, c'est toujours comme ça. En Europe, on arrive toujours derrière les Américains. Mais bon, on ne perd pas grand-chose scientifiquement et pour ce qu'on veut faire. C'est ça vraiment l'important. Pour le reste, on a beaucoup pleuré, effectivement. Bon. Bah, écoute, je crois qu'on va clôturer. Je te remercie vraiment, Patrick, pour le temps que tu nous as accordé pour cette magnifique conférence. Et moi, j'aimerais bien que tu reviennes nous faire une conférence. Parce que là, en fait, il y a tellement de choses. Je suis un peu frustrée qu'il y ait toutes ces choses sur lesquelles tu es passé rapidement. Donc, c'est tellement magnifique et c'est tellement, moi, ça me fait rêver tout ça, que je serais heureuse si tu voulais redonner une conférence pour At-Tariq par la suite. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est Asteroid Day et qu'il y a des programmes partout. Depuis ce matin et depuis quelques jours, là, tout de suite, en même temps, donc, il y a notre co-organisateur, le professeur Dramaoui de l'Université Al-Akhawayn qui a dû partir parce qu'il y a une conférence qui commençait à 18h, donc on va devoir se joindre à lui. Nous avons une conférence à 19h30 pour parler du réseau de détection de météores que nous avons au Maroc avec Zoher. Donc voilà, c'est très riche, mais on a envie de t'écouter davantage. Donc j'espère que tu accepteras de revenir un autre moment pour nous parler davantage de toutes ces missions et de ces astéroïdes. C'est fabuleux. Et je garde donc précieusement le fait que j'aimerais qu'on discute de toutes ces chutes marocaines parce que je sais qu'il y a des choses à faire et que nous pouvons avoir une belle coopération à ce propos. En tout cas, merci infiniment. Je ne sais pas si le professeur Boukhalgon est toujours oui. Là. Je pense. Tu veux dire un mot, Zoher, avant la clôture? Oui, je voudrais juste remercier chaleureusement Patrick et on espère le voir en live ici au Maroc très bientôt. Oui. Oui. Et essaye d'être avec nous à partir de 21h pour la détection en direct. Ah oui. Par le télescope TRAPPIST. On va avoir un live qui s'annonce très très bien. On a plus de 300 participants déjà qui sont inscrits. Donc si tu as un petit moment, tu peux venir voir comment fonctionne TRAPPIST. Très bien, c'est super ce que vous faites parce que
c'est essentiel de donner le goût aux jeunes de la connaissance. Et dans votre pays aussi, c'est très important. Et j'en viendrai bien sûr avec plaisir vous voir ça dès que la situation s'améliore. Et puis, bien sûr, vous aussi, vous êtes bienvenue à Nice, hein, Oui. toujours. Oui. Oui. Et, Alors, oui, bon, je pense que Patrick, en fait, je pense que c'est parce que tu es extrêmement occupé, mais il y a plusieurs moments, en fait, il y a à plusieurs occasions où j'aurais souhaité que tu sois avec nous au Maroc physiquement, mais bon, on va dire que c'est pas évident de libérer du temps, mais j'espère que maintenant, dans un avenir proche, on va pouvoir t'accueillir. Et donc, est-ce que tu peux nous dire un mot par rapport au workshop qui est en organisation? Parce que là, du coup, bon, je voulais venir physiquement, mais là, ça va être en virtuel et c'est très bien, on va pouvoir y assister. Juste un mot, c'est par rapport à ce workshop. alors, donc il y a un workshop, c'est le workshop Apophis, puisqu'Apophis va passer en 2029 près de la Terre, et donc à moins de 36 000 km, on pourra le voir à l'œil nu. C'est un objet de 400 mètres de diamètre à l'œil nu, c'est incroyable. Et donc l'idée, c'était initiée par un collègue, Rick Binzel, qui voudrait pousser pour monter une mission spatiale, parce qu'on dit que c'est quand même dommage, le monde aura les yeux rivés sur cet astéroïde, et si on pouvait dire qu'il y a un petit robot là-haut. Donc l'idée de ce workshop, c'est de réunir la communauté intéressée par les astéroïdes et puis à discuter qu'est-ce qu'on peut s'attendre lorsque cet objet va passer, est-ce que les effets marées vont le faire bouger ou pas, est-ce que c'est pertinent d'envoyer une mission spatiale, est-ce qu'il y a des idées, etc. Donc c'est un workshop qui sera lieu en virtuel le 9 et le 10 novembre. Voilà, sur le site de LPI. Il sera suivi par un workshop de la mission ERA, donc où toute la communauté aussi est bienvenue. Ce n'est pas un workshop fermé à l'équipe, mais qu'on espère faire en face à face, si la situation le permet, parce que bon, ça concerne essentiellement les Européens qui, j'espère, pourront voyager. Les Américains, je pense que c'est quand même mal barré, même à ce moment-là. Celui-là, on espère le faire en face à face. Il y aura de toute façon une connexion à distance, puisque maintenant qu'on organise les jeux virtuels, on a des outils là, comme Rodé, autant faire bénéficier les gens qui ne peuvent pas voyager. Mais en tous les cas, voilà, Apophis, ça sera sur 2 jours. Non, pardon, je dis une bêtise. On l'a déplacé à la semaine d'avant, du 3 novembre, parce que comme il est en virtuel, au lieu de le faire sur 2 jours, on va le faire sur 5 jours, mais avec des sessions qui prennent maximum 3 ou 4 heures par jour, parce qu'on se rend compte que les meetings virtuels sont assez fatigants pour ceux qui suivent. Et donc, on réduit le temps à 3-4 heures et aussi, ça permet d'ajuster au décalage horaire pour qu'à peu près tout le monde puisse suivre. Voilà, c'est ça l'idée. Eh bien, parfait. Donc, merci beaucoup, Patrick, pour cette magnifique conférence. Et puis, on se dit à très bientôt. Et donc, merci encore. Et merci à tous pour votre présence. Et nous vous attendons à 19h30 pour découvrir le réseau de détection de météores marocain et après l'observation donc en live à partir de l'observatoire de Locainton. Donc, merci à tous et à tout à l'heure. Au revoir. Au revoir, merci. Merci beaucoup.